Et on est live. Salut tout le monde, salut Declan. Declan, peux-tu parler pour être sûr? Oui, il y a du son. Je n'ai pas fait 3 fois de suite la même erreur. Je n'ai même pas fait 2 fois de suite. Comment ça va, Declan? Eh ben ça va bien, je suis un peu fatigué parce que j'étais 5h30 en live cet après-midi. Mais tout va bien, en vrai ça va. J'ai juste dormi 4 heures la nuit dernière, donc je suis un peu crevé, mais ça va en vrai. Ok, c'est cool. C'est cool. Je crois qu'on est Et probablement... aujourd'hui. on est quasiment la seule émission, à mon avis, où quand on demande ça va, il y a vraiment une réponse honnête à chaque fois. Au lieu de dire oui, oui, ça va, passons au programme. D'ailleurs, petit truc, j'en parlais à Declan avant l'émission. Avant d'attaquer les news, je voudrais vous faire un petit conseil cinéma, mais comme d'habitude, c'est un conseil cinéma un peu en rapport avec le catch, même si plus trop maintenant. Mais j'ai eu l'occasion de voir le dernier film avec l'ami Dave, pas celui qui vient du côté de chez Swan, mais l'ami Dave Bautista, qui a sorti un film, qui arrête pas de sortir des films d'ailleurs en ce moment, mais le dernier qui va sortir, je ne sais même pas s'il est sorti en France, donc je ne vous dirai pas comment je l'ai vu, bien évidemment. Wink wink, noit noit. C'est Knock at the Cabin, qui est aussi le dernier film de Niall Shyamalan, qui est tiré d'un roman, qui est sorti il y a, je ne sais pas, j'ai pas regardé. Et franchement, si vous aimez bien les films un peu thriller avec une bonne ambiance, pas trop de gore, un peu de violence mais pas trop de gore, franchement regardez-le, il va pas tarder à sortir au cinéma, vous pouvez le trouver ailleurs, encore une fois wink wink. Et plus ça avance, et plus je me dis que putain que Bautista commence à avoir une carrière au cinéma complètement ouf. Le mec, j'ai pas l'impression qu'il cherche spécialement les blockbusters, mais les rôles entre guillemets où il peut être varié. Et quand tu regardes la liste de ses films jusqu'à présent, le mec, il est ouf en fait. Hein. Il a un peu touché à la comédie avec les films Marvel, il a un peu un rôle comique dans le dernier à couteau tiré, mais franchement, il commence à avoir une carrière super cool. Hein. Comment dire, The Rock a une carrière sympa et fun niveau blockbuster, mais niveau acting pur, franchement, Bautista est en train vraiment de devenir super bon. Et quand on voit la carrure du mec et puis un peu la tronche du mec, c'est assez impressionnant en fait. Je pensais pas, quand on regardait, c'était quoi, quel WrestleMania qu'il avait mis inventé, le 22 je crois. Hein. Le 22 ou... le 22 ou... je pensais... Là où il gagne le Rumble et tout là. Ouais. Je crois que c'est 22, ouais. Eh ben, je pensais pas que 15 ans plus tard, on serait en train de dire que c'est en train de devenir un des meilleurs acteurs, en tout cas un des acteurs les plus intéressants. Donc voilà, ça s'appelle Knock at the Cabin, ça va bientôt sortir, ou c'est déjà sorti selon certains canaux, surtout si vous êtes au Québec, encore une fois, wink wink, blablabla. Et si vous pouvez le voir, regardez-le, franchement, c'est très cool. Moi j'ai une question. Oui. Parce que tu parlais de Dave, alors est-ce que c'est Dave, le chanteur qui fait du catch, ou alors est-ce que c'est Dave Bautista qui est devenu chanteur? Franchement dit, Bautista il se mettrait à chanter, ça me surprendrait même pas. Ça me surprendrait même pas. Et Dave qui fait du... faire du rap avec Snoop Dogg, ça va être drôle. Il y a tellement de mecs... Mais de toute façon, les États-Unis c'est complètement barré. Tous les acteurs, ils sont capables de chanter pratiquement, avec plus ou moins de réussite, mais... Mais tu sais, il y a bien Shaquille O'Neal qui avait sorti une chanson de rap, donc après, pourquoi pas, hein. The Rock aussi, il a sorti une chanson de rap, là, l'année dernière. Après, hein. Bah oui, après tout. John Hein. Cena qui a fait un album de rap, hein. On est plus à ça après, hein. Oui, après l'album de John Cena, il était sympatoche. Bon. Il y a le Macho Man qui a fait un album de rap quand même. Ça, c'était bien collector aussi. Macho Man. Chanter, hein. Oui, de toute façon, comme dit, encore une fois, aux États-Unis, il y a tellement une carrière dans l'entertainment en fait ils sont quasiment capables de tout faire. Hein. Oui, même des personnes qui sont pas chanteurs à la base. C'est très con, mais t'as qu'à voir le nombre de séries télé où ils te font des épisodes de comédie musicale avec des acteurs qui sont pas chanteurs à la base et qu'au final, c'est devient acteur aussi, genre Lady Gaga par exemple. Ouais. Lesquels, il y en a d'autres, hein, dans les exemples récents, on va dire. Ouais. Il y avait Scarlett Johansson qui avait sorti un album aussi, enfin bref. Écoute, étant donné qu'on a fait cette petite parenthèse pour commencer... Bautista, on va en parler un peu plus tard aussi. Hein. Ah génial, voilà. Écoute, ça fait le lien. La petite parenthèse de début d'émission étant faite, je te propose qu'on attaque, puisqu'apparemment on a pas mal de news apparemment. Ouais, il y a pas mal de news WWE, surtout cette semaine. Il y a un petit peu de hors WWE également en fin d'émission. Mais c'est des noms connus et bien connus de ceux qui regardent pas mal de catch. Ou qui en ont déjà entendu parler, puisque certains sont passés à la WWE par le passé. Du coup, on va commencer avec le sujet peut-être qui fâche, enfin en tout cas la personne qui fâche dans le catch en ce moment, c'est Vince McMahon. Ouais. C'est un peu le truc qu'on parle toutes les semaines, hein, Vince McMahon, quoi qu'on en fasse, quoi qu'on y arrive, on y revient toujours. Vince McMahon qui cherche à vendre WWE, ça c'est pas une nouvelle. La compagnie est estimée à 6,5 milliards de dollars, donc c'est quand même déjà pas mal. Et Vince McMahon, en fait, il en voudrait 9 milliards, donc ça veut dire 37% de plus que la valeur estimée. Bon, après, pourquoi pas, hein. Ça c'est du business. Ouais, je suppose du coup que mon enchère de 5 € sur eBay passera pas, quoi.
s'ils estiment en fait le potentiel acheteur, s'ils estiment que en l'achetant, elle va prendre de la valeur, ça va passer à 9 milliards et tout ça, et qu'au final ils en tireront du pognon, les 9 milliards ils vont les mettre. Hein. Mais petite question, je sais pas si t'as la connaissance, mais une compagnie comme la WWE, c'est pas une compagnie qui est dans un, comment dire, dans une source de revenus continue? Parce que comme tu dis, le truc il va être valu 9 milliards, 10 milliards, enfin je sais pas, mais avec tous les shows, tout ça, c'est bien une compagnie qui fait de la thune au jour le jour, quoi. Ouais. Je me demande comment c'est calculé du coup tout ça. Valeur, je pense que c'est la valeur totale des actions qui est plus ou moins estimée et elle doit être à peu près en moyenne. Ils ont dû calculer genre sur la moyenne sur la dernière année ou un truc comme ça. La valeur totale des actions, ils sont à 6,5 milliards en gros à peu près je pense. Parce qu'ils avaient pas fait quand il y avait justement l'année. Maintenant j'ai un doute, les gros licenciements grâce aux bénéfices c'était pendant le Covid, hein. Enfin c'était pendant ouais. Ils avaient pas justement eu 2 années super, enfin qui leur avaient rapporté une blinde de thunes parce que justement il y avait plus de voyage et tout quoi. C'est sur ça que c'est basé ou pas du tout? En tout cas ils ont gagné pas mal de pognon, mais en tout cas là, je sais pas, je suis pas trop après côté bourse et tout, je sais pas trop comment ça marche. Mais en tout cas tous les trucs, tous comment dire les magazines et les sites spécialisés dans le business, tout ce qui est les trucs analyse financière compagnie, estiment que la W vaut 6,5 milliards. D'accord. S'ils se regroupent tous à peu près à cette valeur-là, c'est qu'on doit pas être bien loin de cette valeur-là, en tout cas en bourse, je pense, de la compagnie, quoi. C'est quand même ouf de se dire qu'on va peut-être vivre dans une époque où la WWE n'aura plus de Vince McMahon définitivement, quoi. Parce que j'imagine que s'il revend, lui, il va retourner prendre sa canne à pêche et retourner en retraite, quoi. Ça veut rien dire parce que là, en fait, le leader, a priori, pour le rachat, justement, ce serait... Attends, parce que Endeavour Group Holding Inc., qui est le propriétaire de UFC. On a racheté l'UFC il y a quelques années. Et eux, enfin Endeavour Group Holding, quand ils avaient racheté l'UFC, ils ont laissé Dana White à la tête. Hein. Ils ont rien changé en fait. C'est juste la personne qui récupère le pognon qui a changé en fait. Le truc que je comprends pas trop, après bon c'est peut-être technique et comme tu le sais, enfin comme tu viens de le dire, tu t'as peut-être pas toi-même les infos, mais techniquement Vince, s'il change le honneur, on voit plus quel rôle il a en fait. Parce que concrètement il a plus... ça peut être lui qui est nommé gestionnaire, enfin qui est nommé à la tête pour gérer en fait. Il peut être nommé PDG en fait par les nouveaux propriétaires quoi, tout simplement. C'est juste les autres ils seront actionnaires, intégral, mais c'est juste qu'ils vont mettre quelqu'un à la gestion et ce sera Vince McMahon, c'est possible. À son âge, c'est quand même, enfin je sais pas, hein, moi je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais ça me surprend quand même quoi. C'est possible. Enfin, il va dire c'est pas une possibilité à exclure en tout cas. Ok, admettons. Sinon, on va continuer sur Vince McMahon, autre news qui est un peu liée. Il y a eu des rumeurs il y a 2-3 jours sur Vince McMahon. Il y avait plusieurs talents en fait qui avaient l'impression que le côté créatif avait un petit peu évolué ces derniers jours. Et ils avaient l'impression que Vince McMahon était revenu un petit peu aux affaires et mettait son nez un peu dedans. Il y a plusieurs sources de WWE qui ont affirmé hier soir très tard que Vince McMahon n'a pas du tout repris le contrôle créatif de la compagnie. Et il y a Triple H qui a ajouté que Vince McMahon il pouvait soumettre quelques idées, mais que le dernier mot lui revient à lui et que c'est pas Vince McMahon qui a le dernier mot. Donc potentiellement Vince McMahon il soumet quelques idées sur des trucs, mais Triple H il dit oui ou non quoi. Bah après techniquement là de tous les derniers shows que j'ai vus, donc je vois tous les shows sauf les shows vraiment mineurs. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de. Mais après l'ambiance en backstage est un peu moins bonne. D'accord. Bah après c'est vrai que là ils sont un peu sur tension comme à l'époque de Vince McMahon quoi. Après je me demande si simplement je pense que simplement on est peut-être dans la période où Triple H on sort un peu comme on dit de la période de nuit de noces, mais à mon avis c'est peut-être simplement parce que Triple H du coup il a fait revenir pas mal de mecs, mais au bout d'un moment tu peux pas avoir du boulot, enfin tu peux pas avoir des programmes intéressants pour tous les mecs hein. C'est ce qu'on disait la semaine dernière hein. C'est peut-être la saison de WrestleMania aussi qui fait qu'il y a des tensions peut-être un peu plus aussi hein. Tout le monde est un peu tendu avec la peur qu'un tel se blesse, la peur de faire une connerie sur la road to WrestleMania. Enfin, ça peut jouer, je pense aussi. Donc. Après, je me demande s'il n'y a pas aussi un peu le même effet qu'il y a eu avec les fans. On était beaucoup de fans quand Vince a été annoncé entre guillemets un peu dégagé. On était super contents et je pense qu'on était pas mal de fans malgré tout ce qu'il y a. Encore une fois, hein, je suis premier. Enfin, je suis premier. Je suis pas le premier, mais je suis le premier à reconnaître que Vince McMahon a apporté beaucoup au catch et qu'on lui doit le catch actuel. Mais le Vince McMahon des dernières années, c'est-à-dire le vieux qui faisait des angles tout pourris, qui a un humour de merde, enfin, ça pouvait plus, quoi, en fait.
Ça pouvait plus, et je pense que t'as peut-être beaucoup de workers en fait qui se sont dit quand il est revenu, même si c'est pas forcément dans le côté créatif, ils se sont dit attends putain, on croyait qu'on était enfin débarrassé, et puis non, le Vioc est de retour quoi. Mais par contre, je suis pas contre, tu vois, parce que le mec, enfin, comment je vais expliquer. Hein. En fait, le truc c'est que Vince McMahon, il a tellement un œil sur le business quoi qu'on en pense, même si peut-être que c'est un œil très vieillissant et compagnie. En fait, je suis pas contre peut-être l'idée qu'il ait genre un rôle consultatif, tu sais, pour proposer des idées. C'est tant qu'il a pas le dernier mot en fait. Oui, à la rigueur. Après, encore une fois, c'est un grand si, et c'est si on enlève le côté entre guillemets humain et. Oui, voilà, oui, bien sûr. Voilà, le problème. Il peut quand même, tu vois. Je pense qu'il a eu quelques bonnes idées quand même, tu vois, ces dernières années. Il y a eu des trucs quand même. Oui, bien. The Shield, tout ça, ça vient de Vince McMahon, quoi. Bien sûr, c'est pas ça le truc. Donc, mais de un, comme tu l'as dit toi-même, c'est un regard très vieillissant. Et de deux, bah, encore une fois, je sais que c'est pas la première fois que je le dirai dans l'émission, mais s'il y a ne serait-ce que la moitié des accusations faites après lui qui sont réelles, oui, bien sûr. C'est en tôle qui devrait être, quoi. C'est en tôle. Après, voilà, je veux dire, sur 10 idées, s'il peut y en avoir une de bonne et 9 de pourrie, tu pioches l'idée qui est bonne. Et... Oui, bien sûr, mais bon, après, je suis sûr que t'as plein de j'allais dire des écrivains, mais en gros des writers, des écrivains qui font les storylines. Je suis sûr que t'en as qui ont mis 15 milliards de fois plus de bonnes idées que McMahon en fait. Tu sais, il y a beaucoup, c'est des écrivains, parce que t'as beaucoup qui bossent au côté créatif de WWE, c'est des anciens écrivains de séries ou de télé-réalité. Des scénaristes, voilà, des scénaristes, c'est le terme que je cherchais. Ils ont engagé des scénaristes de séries et tout ça, au côté créatif. Ah oui, à une époque, ils avaient même Freddie Prinze Jr., qui est un acteur qui a fait pas mal de trucs, qui est le mari de Sarah Michelle Gellar, qui jouait Buffy pour ceux qui regardent à l'époque, et qui d'ailleurs est en train de bosser pour créer sa propre compagnie. Ouais, j'avais vu ça, ouais. Donc oui, effectivement, mais ce que je veux dire, c'est que McMahon, comme tu l'as dit toi-même, il y a peut-être une idée très bonne, et généralement quand c'est une idée très bonne, elle carbure. Par contre, t'as quand même 9 idées derrière qui sont très problématiques. Je te parle pas des angles à la con qu'il a même pas fait, genre où à un moment il voulait faire une histoire comme quoi il était un truc vachement glauque et vachement incestueux avec sa fille, enfin. Genre l'histoire de Natalia Petoman, l'histoire de Kurt Angle et son fils avec Jason Jordan, qui se foutait de sa gueule. En fait, ça a été fait pour se foutre de la gueule de Kurt Angle, qui avait eu pas mal de relations avec des femmes noires africaines. Enfin voilà, c'est... Oui, c'est un gros raciste, c'est un gros sexiste, et honnêtement, même s'il n'y avait pas que cet aspect criminel, parce qu'encore une fois, bon, soit, admettons, on n'a pas à se mettre à la place de la justice, même si honnêtement j'ai mon opinion, et je pense que vous avez compris de laquelle elle était, mais même humainement, ce qui ressort de ces storylines, c'est juste pas possible. Hein. C'est juste pas possible. Non, c'est sûr, il y a beaucoup de choses, oui, il y a beaucoup de choses qui vont pas, hein, c'est évident. Mais voilà, on peut pas. En fait, le truc, c'est que tu peux pas effacer ce qui a été fait dans le catch grâce à Vince McMahon, ça, c'est sûr. Oui, bien sûr, mais après, ce que je veux dire, c'est que même tu prends dans un autre domaine, genre dans le domaine de la musique, t'as des mecs comme Marilyn Manson, et ça a été prouvé plus d'une fois, un gros connard qui devrait être en tôle lui aussi, ou Kid Rock, qui est un putain de mec d'extrême droite qui paraît, qui est qui mériterait d'aller en tôle. Ça n'empêche pas qu'ils ont fait des putains de bons sons, mais en attendant, je suis désolé, au bout d'un moment, Après, c'est pas la place de l'émission, et je sais que c'est un débat qu'on a pu déjà plus ou moins avoir hors antenne par rapport à... Je pars du principe d'une star, en fait, quand il y a des soucis comme ça, après on va tourner la page sur ce sujet-là. Je pars du principe, en fait, que ce qui a été fait avant qu'on connaisse que ce qu'a fait la personne de malsain ou de criminel, ou ce qui a été fait avant, ça sert à rien de l'effacer. Tu reviens pas sur ce qui a été fait. Par contre, ce qui est problématique, c'est quand tu continues à consommer et à dépenser pour une personne que tu sais qu'elle est fautive, tu vois. Alors, le prends pas mal, mais on va arrêter le sujet là parce que tu sais très bien quel argument je vais t'envoyer dans les dents dans 2 secondes. Indice, les couleurs que je porte, tu vois. Donc, bon. Mais bon, passons au sujet suivant, ça sert à rien, de toute façon, comme dit... Ouais. Vince McMahon, toujours. Putain. Pardon. C'est suivant, j'y suis pour rien. Pardon. Vas-y. Non, mais là, c'est pas vraiment Vince McMahon. C'est plus sur WrestleMania. Alors, okay. En fait, ça devrait être l'ultime premium live event de l'ère Vince McMahon, a priori, selon les news. La WWE serait quand même sur le point d'être vendue. Et ça pourrait devenir une entité entièrement privée avec le rachat complet de toutes les actions publiques. Peu de temps après WrestleMania, ça pourrait être annoncé. Donc voilà.
C'est pour un petit ajout en fait sur ce qu'on parlait juste avant. Mais donc du coup on est d'accord qu'entre guillemets à notre niveau, c'est-à-dire en tant que téléspectateur, les spectateurs, ça changera pas grand-chose en fait. D'accord. C'est juste, comme je te dis, hein, c'est juste l'argent va aller dans la poche de quelqu'un d'autre, c'est tout quoi. Sauf si j'ai effectivement chose improbable, c'est quelqu'un de multimilliardaire qui est totalement contre le catch, qui achète la compagnie juste pour la couler. Oui. C'est improbable, mais pourquoi pas? On va demander à Elon Musk, peut-être. Il est en train de faire couler Twitter. Donc... Oh putain. De toute façon, tu dis ça comme une vanne, mais étant donné qu'on part quand même... Bah, je veux dire, la WWE et Donald Trump, c'est toute une histoire, donc au final, tu pourrais foutre Elon Musk dans leur relation un peu malsaine, ça serait même pas surprenant. Hein. Parce qu'après, relation malsaine, ils font quand même des shows en Arabie Saoudite aussi, donc avec tout ce que ça implique. Ah, ça, mais il y a... Ouais, l'Arabie Saoudite, c'est un long débat, hein. C'est compliqué. Ouais. Vraiment, on va pas rentrer dans les débats politiques. Ah oui, non, mais... non, c'est pas une question de débat politique. Le seul truc est... Il y a des mauvais côtés, c'est comme dans beaucoup de choses en fait. Oui, non, mais après, sans rentrer dans les détails, je pense que tu peux pas vraiment... comment dire? Par honnêteté, surtout quand... Comme toi, comme moi, le catch, c'est une grande partie... C'est pas qu'une passion, c'est quasiment une partie de notre vie. Tu peux pas avoir... Ça peut pas avoir une place aussi importante sans qu'on soit, entre guillemets, un minimum lucide sur les trucs qui sont pas ouf, quoi. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr, mais... C'est pas... Disons que c'est pas nous, à notre petite échelle, qui vont refaire le monde. Oui, bien sûr. Bien sûr. Comme dans beaucoup de situations, il y a du positif et du négatif, quoi. En fait. Bien sûr. Non, je suis totalement... En Arabie Saoudite, il y a sans doute beaucoup de négatifs, mais il y a aussi beaucoup de positifs, en fait. Mais c'est pas le sujet, c'est pas le débat, mais voilà. Oui, voilà. Encore une fois, c'était pas... J'attaquais pas un truc en particulier, c'était juste pour dire que, voilà, malheureusement, par honnêteté intellectuelle, et peut-être même honnêteté, déontologique, on peut pas dire que c'est tout rose. Voilà. Bon, en parlant de choses problématiques, ce sera peut-être la dernière chose problématique de ce podcast. Parce qu'après, on va parler quand même de bonnes nouvelles et compagnie. Il y a un fan de WWE qui s'appelle Marvin Jackson. Donc, ravi, monsieur Jackson. On le connaît pas, mais ravi. Ce n'est pas le frère de Matt Jackson ni Nick Jackson. Hein, pas plus, mais non. Il a lancé une procédure judiciaire contre la WWE. Là où c'est intéressant, c'est parce que des procédures judiciaires contre la WWE, je pense qu'il y en a un paquet tous les jours. Oui, bah oui, bien sûr, oui. Monsieur Marvin Jackson accuse WWE d'être la cause de sa perte d'audition de l'oreille gauche à cause de la pyrotechnie lors de WrestleMania 38. Et il demande $1 million de dommages et intérêts. Puisque Marvin Jackson a des problèmes d'audition depuis cet événement. Et il remet en cause la pyrotechnie de WWE lors de ce show qui apparemment a été un peu trop... comment dire ? Un peu trop puissant. Et un peu mal contrôlé. Et monsieur était assis quasiment au premier rang de la rampe, quasiment, donc presque au bord des pyrotechnies. Et c'est assez problématique. Bah, après... deux choses. Déjà, les États-Unis, c'est un pays où tu peux proporter des procès pour un oui, pour un non. Après, concrètement, malheureusement, il y a déjà des historiques de cafouillage dans les... En fait, dès que tu as une telle infrastructure avec pyrotechnique, avec sono à fond, c'est un risque. Alors, c'est con si... Enfin, ça arrive sur une personne sur 100, on va dire. Peut-être même une personne sur 10 000. Mais si ça t'arrive à toi, tu vois, ça te fait une belle jambe. Donc, le procès, je le comprends. Maintenant, je pense que du côté de la WWE, s'il y a quelque chose qui se fait, ça sera plus un geste symbolique qu'autre chose, quoi. Déjà, $1 million pour eux, j'imagine que c'est pas grand-chose. Et ensuite, voilà, c'est le genre de truc qui arrive tous les jours, j'imagine, encore une fois. Ouais, je pense que WWE, ils ont des procès, ou des tentatives de procès, ils doivent en avoir un paquet. Hein. Il y a les États-Unis, pour vous... Des grosses entreprises, hein, de toute façon. Pour vous donner une idée, c'est une anecdote qui me fait assez marrer. Il y a quelques années, il y avait une jeune fille ou une jeune femme, je ne sais plus son âge, ça remonte à quelques années, vous allez voir, parce qu'elle avait porté plainte contre Sega, parce qu'à cause de la Mega Drive, en fait, alors je sais plus exactement ce qui s'est passé, je sais plus si elle avait eu genre un problème au poignet, ou alors si c'était juste que sa vie scolaire avait baissé, enfin un truc du style, mais ça, pour vous donner des idées, c'est des procès aux États-Unis qui arrivent tous les jours, quoi. Ouais. Aux États-Unis, tu sors dans la rue, tu trébuches sur un trottoir, t'as un avocat qui vient te demander si tu veux porter plainte, quoi. J'ai entendu parler de l'histoire du gars qui avait mis son jean à une laverie, enfin, tu sais, les laveries indépendantes, un petit mec, qui avait une petite boutique et qui lavait des jeans, qui lavait des fringues et ça.
Et en fait, le mec, il l'a récupéré, le jean était taché, et il a porté plainte. Et le teinturier, enfin laveur, teinturier, etc., il a été condamné à payer 3 millions de dollars. Ben, en fait, il a peu plus payé, il a fermé boutique, et le mec, il s'est liquidé. Putain. Bah, il y a plein de trucs un peu plus, enfin, drôle façon de parler, parce que... Pour dire oui. C'est un pays très procédurier. Ah, t'en avais même qui avait porté plainte à l'époque. Alors, je crois que c'était sur un fabricant de micro-ondes, une nana qui avait porté plainte parce qu'elle avait foutu son chien dedans. Oui. Mais c'est pour ça que les notices aux États-Unis, tu vois, t'as ta notice, quand t'achètes un micro-ondes, t'as ta notice, ça fait 4 lignes. Ils te disent comment la brancher, comment débrancher en sécurité. Ils te mettent les détails de telle puissance, ça correspond à tel truc de cuisson. Enfin, voilà. Aux États-Unis, t'as 10 pages. Hein. Ah oui, clairement. Ne pas mettre de bébé dans le micro-ondes, ne pas mettre de chat, ne pas mettre de hamster, ne pas mettre de... Parce qu'en fait, le moindre truc qui est pas marqué, tu portes plainte contre eux, t'as gagné. Ouais, bah oui. Donc tout ça pour dire que des procès... Après, encore une fois, perdre son audition ou avoir des soucis d'audition, c'est triste. C'est triste. Gênant. Voilà, c'est gênant. Bah oui, ça peut être aussi triste aussi, en fait. Ils font des bons appareils et compagnie, ça c'est... Oui, non mais... Si on devait choisir, je préfère perdre d'audition que la vue, par exemple, tu vois. Oui, bah... C'est gênant. Tout ça pour dire qu'en fait, je suis désolé pour ce monsieur, maintenant, malheureusement, c'est le genre de truc qui peut arriver, quoi. Ouais, donc je sais pas si on aura du nouveau sur cette affaire, peut-être d'ici quelques semaines, peut-être on aura du nouveau, ou quelques semaines. Bah, honnêtement, je serais juste curieux de savoir si le procès va avoir lieu ou s'il va pas y avoir un arrangement sous la ceinture. Hein. Ça arrive très souvent, ça arrive très souvent. Si l'info sort, on en parlera, de toute façon, on verra. Affaire à suivre. Je fais une petite digression, mais si vous voulez voir un truc assez intéressant sur les grandes marques qui font face à des procès, il y a la youtubeuse Mea qui avait fait une vidéo sur McDo, et dedans elle parlait notamment d'un cas de procès qu'il y avait eu à cause de la température du café. La vidéo est super intéressante, et si vous connaissez un peu Mea, vous savez qu'elle fait des putains de recherches chaque fois pour ses vidéos. Et là, c'est super intéressant parce que du coup, il y a tout un côté sur le procès, sur pourquoi ça s'est passé comme ça et tout. C'est super intéressant. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le catch, évidemment, rien du tout, mais c'est super intéressant. De toute façon, les grandes entreprises, je pense qu'ils ont des procès ou des tentatives de procès tous les jours. Hein. Ah oui, bien sûr, c'est normal. Hein. Ils ont même des services qui sont spécialisés dans ça, quoi. Que ça soit des procès justifiés ou pas, hein, effectivement, c'est... Non, mais de toute façon, je veux te dire, ils ont carrément un bureau qui s'occupe de tous les procès, ils ont des avocats qui bossent à plein temps pour la compagnie. Hein. Oui, c'est pas... C'est toutes les grandes compagnies, hein, même en France, Total, EDF, tout ça, ils ont tous des services. Ah, je trouve toujours ça très intéressant parce que généralement, pas de temps à autre, après on va peut-être reparler de catch quand même, mais une fois toutes les 5-10 ans, t'as un procès qui fait vraiment cas d'école et qui apprend plein de nouveaux trucs, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais bon, ce ne nous regarde pas. On va parler de catch et de catcheur cette fois-ci. On a fermé le côté Vince McMahon et le côté un peu politique, machin de compagnie. On va parler un peu plus des catcheurs et de ce qui se passe du côté de WWE en ce moment. Yes. On a The Hurt Business qui est en train de se reformer, de se rassembler, ça tease beaucoup. Ouais. C'est pas encore au point, c'est en train, on va dire, c'est en train. Et il y a des discussions, du coup, en ce moment, pour une arrivée de Carmelo Hayes dans le main roster en tant que nouveau membre du clan The Hurt Business, toujours l'idée par MVP, avec Bobby Lashley, Cedric Alexander. Alors, j'ai juste une question, s'il y en a d'autres qui nous regardent et qui regardent le programme en ce moment. J'arrive pas à comprendre dans la rivalité Lashley-Lesnar qui est censé être face, qui est censé être heel. J'y comprends rien du tout. Disons que t'as Bobby Lashley qui te sort des promos un peu de heel en mode prétentieux et tout. Là, dans leur dernier match, ça s'est fini sur un coup bas de Lesnar, donc a priori c'est un truc de heel. Lesnar, quand il arrive, il se fait acclamer, il serre la main de certains... Enfin, tu vois, j'y suis paumé. Après, Lesnar, il avait pas son truc là qui venait un peu moitié en cowboy et compagnie, il était face, hein. Oui, il est censé être face, et il reste super over et tout, mais honnêtement, là, dans la rivalité avec Lashley, c'est quasi impossible de te dire lequel est deux est le face, lequel est deux est le heel, quoi. Bah déjà, la première rivalité, moi je suis encore sur la première rivalité parce que je viens de voir, il y a pas longtemps, Royal Rumble l'année dernière, et c'était déjà Lesnar-Lashley. Déjà là, on savait pas trop qui c'est qui était face et qui c'est qui était heel, donc... Ah ouais, non, là, c'est incompréhensible. Après, t'es pas obligé d'avoir un face et un heel, hein. Il peut oui, entre les deux, hein. Mais tu peux avoir, entre guillemets, la EW est assez douée sur ce genre de truc, à faire des rivalités entre face, où c'est vraiment juste du personnel, et c'est pas vraiment une question de machin, mais entre deux face, mais entre deux heels, c'est quasi... Il y a eu
Roman Reigns, Seth Rollins, Royal Rumble l'année dernière, ils étaient 2 heels arrivés normalement, techniquement. Oui. Rollins qui était face, mais... Oui, bien sûr, je suis d'accord, mais pas une rivalité qui est aussi... Pas une rivalité qui est aussi, entre guillemets, longue et aussi high profile, quoi. Après, peut-être qu'il y en a qui vont prendre mieux que moi, mais là, je trouve que c'est un des aspects sur lesquels... en fait, moi, personnellement, je ne sais pas, après, je suis pas fan des deux de base, mais je sais pas derrière lequel je serais censé me mettre, quoi, en fait. De toute façon, on va reparler un petit peu de Lesnar et Lashley un petit peu plus tard. Non, d'ailleurs, on va pas en parler. Reparlons-en. Vas-y, je t'en prie. On peut en parler maintenant, vas-y. Oui, vas-y, je t'écoute. Il y a les plans pour WrestleMania entre les deux. D'ailleurs, il n'y a pas de plan entre les deux. A priori, on se dirige vers un Brock Lesnar contre Omos et un Bobby Lashley contre Bray Wyatt. Je suis pas du tout, mais pas du tout chaud pour les deux. Ok, c'est improbable. Je suis pas du tout, mais alors vraiment pas du tout chaud pour aucun des deux, vraiment. Hein. Encore que Omos, Lesnar, je peux aller à la limite comprendre. Mais alors, Bray Wyatt, Lashley, j'ai du mal. Je t'avoue que là, c'est pareil, je comprends pas. Après, c'est pareil, Bray Wyatt, en fait, depuis qu'il est revenu, c'est un peu le même truc qu'on lui faisait un peu comme reproche à l'époque. C'est quasiment... ses apparitions commencent à se ressembler toutes parce qu'il a pas de programme défini, il a pas de comment dire, de trajectoire, on va dire, pour l'instant pour WrestleMania, même si j'imagine que ça va changer demain soir à SmackDown. Mais ouais, c'est un peu le même cas que Strowman, en fait. C'est qu'ils les ont fait revenir parce que peut-être qu'ils estimaient que les virer, c'était pas forcément super cool, et peut-être que Triple H s'est simplement dit on va les réengager histoire de s'excuser. Mais là, par exemple, quand on parlait de la re-signature de Bray Wyatt, soi-disant qu'ils avaient des idées pour lui, qu'il y avait une histoire de... Un peu l'histoire de sa carrière, quand même, Bray Wyatt, hein, presque. Hein. Bah ouais. Donc, apparemment... Il n'y a jamais rien eu de... il y a eu des grosses rivalités, mais ça a jamais cliqué. Les gens étaient super hype et finalement, c'était pas ouf. Il y a beaucoup de choses quand même. C'est un peu l'histoire de sa carrière quand même. Hein. Bah oui, mais là, par exemple, quand il avait re-signé, les rumeurs ou les news disaient oui, ils l'ont re-signé avec entre guillemets une espèce de clause créative. Il paraît qu'il y a des idées de main event sur plusieurs années. Bah tu vois, mais là honnêtement, le personnage, il m'éclate. J'aime bien le côté chelou et tout. Mais là, ça fait depuis plusieurs semaines, même avant sa rivalité avec LA Knight, qui a toujours été, qui était toujours la même chose en gros. Je suis en train de dire ouais, mais vas-y, fais quelque chose, tu vois. C'est qu'en fait, justement, la SmackDown qui a le retour de son segment là. Si, justement, le Firefly Funhouse. Ouais, si, totalement. Et ça va sûrement nous donner un truc sur où ça va aller. Mais ouais, c'est... Puis c'est pareil, il y a des trucs, j'ai l'impression qu'ils zappent des trucs, genre je sais plus si c'était à Raw ou à SmackDown de la semaine dernière, où t'as eu un angle justement où je sais plus qui était sur le ring, ça m'est sorti de la tête, mais en gros t'avais lui et Uncle Howdy, donc si j'ai bien compris c'est le frangin, je dis pas de bêtises. Oui, voilà. Et tu vois, ils avaient l'air d'être entre guillemets de connivence, enfin c'est super chaud. En fait, si tu veux, le coup du ciel frangin, si tu veux, il y a rien qui le confirme et compagnie. Mais bizarrement, depuis qu'il y a le personnage d'Uncle Howdy, son frangin, il est en backstage à chaque fois. Donc, ouais. C'est quand même bizarre, quoi. Donc, après, peut-être que ça va nous mener sur un truc cool, comme une vraie rivalité, un truc machin. Et c'est vrai que pour l'instant, je pense qu'en fait, le main event est tellement blindé avec Reigns, donc ça, déjà, tu peux pas le foutre là-dedans. L'Upper Midgard avec le titre intercontinental et titre US, c'est pareil, c'est devenu méga blindé, comme si c'était des titres mondiaux. Ce qui est très cool, hein, franchement, c'est... Mais du coup, tu restes. Ce qu'il faudrait en fait, c'est que qu'il révèle Uncle Howdy et qu'à la limite il les fout en tag team. Hein. Ouais, tag team ou rivalité. Après, peut-être que il y a vraiment entre guillemets des idées de créatives de Wyatt qui sont très bonnes et peut-être que ça va se dispatcher. Alors, peut-être qu'après. C'est un truc sur le long terme, quoi. Mais vraiment. Oui, voilà. Après, pourquoi pas. Encore une fois, la AEW c'est aussi un de leurs trucs, les travailleurs à long terme. Mais bon. Il faudrait se bouger un peu, parce que si ça bouge pas du tout. AEW, ils font des trucs sur le long terme, mais ça bouge. Oui, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Après. Bryan Danielson, en ce moment, ça fait longtemps que ça court, et ça court déjà depuis l'année dernière, quoi. Ça fait quasiment un an. Hein. Après, pour être honnête, là, je fais un peu mon tatillon à me plaindre et tout. La WWE, en ce moment, je kiffe, hein. Franchement, les choses sont super intéressantes. Je trouve beaucoup moins de trucs que je trouve naze qu'à une époque. Bon, après, c'est peut-être parce que. J'ai l'impression que ça... Moi, je suis toujours avec mon méga de retard. Je suis un peu sur la fin de l'ère Vince McMahon parce que voilà, il est parti genre au mois de juillet, je crois, début juillet, un truc comme ça. Ouais, le SummerSlam était à peu près à la fin de son truc. Un truc comme ça, je sais plus.
Ouais. Je suis du coup je suis à février 2022. Et ben même déjà à cette époque-là, je trouve que c'était pas si mal. Même le principe de NXT 2.0 là, que beaucoup de gens ont crié. Ah, excuse-moi, j'ai un petit souci. Alexa, arrête. Je trouve qu'il y a des trucs intéressants sur NXT 2.0 et tout, et il y a beaucoup de choses intéressantes même déjà à ce moment-là. Même si on voit des catcheurs disparaître du jour au lendemain parce que c'est les moments où ils ont viré tout le monde. Mais à part ça, il y a des trucs super intéressants. Moi, le Rumble 2022, j'ai kiffé, hein, par exemple. Bah, encore une fois, c'est... Après, c'est comme je disais, Vince McMahon n'a pas fait que du mauvais, et j'ai maté des longues périodes où c'était Vince McMahon qui était au contrôle et que je trouvais ça pas si mal. Les années 2004-2010. Jamais, hein. Ah, c'était quoi? C'était la Triple H qui avait le titre en otage, c'est ça? Triple H, JBL, ouais. C'est l'époque où il y a les Cena Orton à tous les pay-per-view, enfin, plus jamais je regarde ça. Hein. Ouais. Oh mon dieu, quoi. Mon dieu, j'ai envie de mourir, quoi. Bah, ce qui est cool, c'est quand tu regardes, mine de rien, la WWE a fait ces derniers temps ce qu'elle avait pas fait depuis des années, c'est créer des nouvelles stars, en fait. J'avais vu la stat de Cena Orton, je crois qu'ils se sont affrontés... Attends, je peux pas dire de bêtises, mais ça doit être 17 ou 27 fois en pay-per-view. Un truc comme ça. Enfin, c'est un truc énorme, quoi. Ah, effectivement, ouais. C'est un délire, franchement, c'est un délire. Ah, en fait, ça rejoint ce que je disais il y a quelques semaines déjà, c'est que la WWE a tendance à... Tous les trucs qui auraient pu être épiques, match à stipulation, grosse rivalité, ils les ont tellement joués et rejoués que ça a perdu tout intérêt. Quand tu regardes les Stone Cold de The Rock, par exemple, il n'y en a pas eu tant que ça. Hein. Il n'y en a pas eu tant que ça. T'as eu WrestleMania 15 ou 16, je sais plus. 2 fois WrestleMania ? Non, 3. Ah oui, 3 fois. 3 fois, ouais. 3 fois, et sauf erreur de ma part, peut-être 1-2 fois Raw ou SmackDown, mais c'était plus des angles que des matchs. Ah, mais au final... Des confrontations en tag team. Oui, voilà, mais t'avais pas cette impression de truc. C'est comme on disait la dernière fois pour les Hell in a Cell. Maintenant, t'as tellement eu de Hell in a Cell qu'au final... C'est un peu la même connerie que fait la WWE en ce moment avec ses matchs à stipulation, surtout les Texas Deathmatch qu'elle aime bien. Ça fait... On en a eu quasiment une demi-douzaine en 2 ans, quoi. Donc, oui, quel est le Texas Deathmatch ? Moi, je suis pas trop fan de la stipulation. Ah, c'est du match hardcore, en fait. Mais le truc, c'est que... Je connais pas trop un Texas Deathmatch. En fait, c'est un match où faut faire un tombé et après, c'est un compte de 10. Non. Non, du tout, c'est un match... Ah oui, c'est vrai, la AEW, ils ont notre règle. C'est un match hardcore, tout connement. Ah oui, parce que normalement, un vrai Texas Deathmatch, normalement, c'est un match où tu fais le tomber et après, c'est compte de 10. Non, mais de toute façon, c'est comme dit, ça me rappelle l'époque où... Ça termine par un compte de 10, quand même, un Texas Deathmatch. Ah non, du tout, c'est un match hardcore, en fait. Il termine pas... Putain, mais c'est débile, alors. Il me semble, hein, je dis peut-être une connerie, mais... Normalement, ça termine par un compte de 10, sinon ça a aucun intérêt. À un moment, c'était comme une époque... Que tu changes la règle, que tu mettes pas un tombé avant, encore pourquoi pas, mais que ça termine pas par un compte de 10, c'est débile. Ouais, mais dans ce cas, t'appelles ça la semaine standing, en fait. Ouais, mais peut-être qu'ils veulent pas utiliser ce nom-là, peut-être. Je sais pas, après, ça me rappelle l'époque de la WWE où ils disaient « Oui, alors ce soir, vous allez pouvoir choisir la stipulation entre un street fight, un no disqualification et un match hardcore. » Ouais. Ok. Bon, bah... En parlant de Last Man Standing, je suis tombé sur un truc, je sais pas si tu te souviens, il y a eu à SmackDown un Big Show contre Matt Jackson dans un Last Man Standing match. Non, je... Bah, il y a eu ça. D'accord, ok. Donc Matt Jackson, les Young Bucks, qui a affronté le Big Show dans un Last Man Standing à SmackDown. Ouais, ils avaient fait un épisode de BT. Je suis désolé, je regarde en hauteur parce que j'ai mon chat qui est en train d'essayer de bouffer mon spot. Il a fait 2 matchs dans sa carrière à SmackDown. Il avait affronté Chuck Palumbo et le Big Show. Oui, bah, ils faisaient Announcement Talent à l'époque quand ils avaient pas encore la... Et Jobber. Ouais, bah oui, clairement, oui. Il a été payé juste à l'apparition, c'est tout. C'était quasiment au début de sa carrière. Hein. Ouais, donc je disais, Declan, excuse-moi, je suis désolé, je te coupe 2 secondes, faut juste que je bouge mon chat avant qu'il bouffe mon... Avant qu'il bouffe mon spot. Mes chats qui ont fait un heel turn récemment, je pensais que c'était des femelles, et puis finalement non, c'est 2 mâles, donc je te laisse imaginer là. Des catcheurs qui ont fait des apparitions WWE en début de carrière, il y en a un paquet. Hein. Ah oui, clairement, bah tu comptes les... Par exemple, il était sous contrat de développement avec WWE au tout début de sa carrière. Hein. T'as tous les Enhancement Talent, t'as plein de trucs, bah oui. T'as Brian Cage aussi qui avait été sous contrat de développement WWE. Oui, ils avaient trouvé aucune personnalité à Brian Cage et c'est pour ça qu'ils l'avaient pas gardé. Bah, après, honnêtement... Enfin, ça me fait chier, hein, encore une fois, parce que j'adore Brian Cage. C'est con à dire, mais il a pas... Enfin, il a le charisme parce qu'il a le gabarit.
Oui. Bonsoir. Bah oui, en fait, le truc, c'est... D'accord. Non, mais en fait, Brian Cage, c'est le mec, il est cool si tu l'utilises bien. Mais si tu l'utilises mal, il a pas le truc qui fait que tu vas quand même... Ouais, bah oui, clairement. Hein. Disons que s'il a fait carrière WWE, le mec, il aurait eu peut-être un gros push au début parce que pour le gars. Et en fait, ça aurait été un Batista, mais version ratée en low card, en fait. Ouais. Ouais. Voilà. Il y a eu plein de mecs comme ça à qui on pensait qu'ils allaient avoir une carrière, mais finalement, le bleu les a pas gardés. T'avais Mason Ryan, t'avais... Batista 2. Ouais, bah oui, clairement, oui. T'en avais plein comme ça. T'en avais plein comme ça. Batistu, il l'appelait. À l'époque, ils appelaient aussi Biggie, quand il a commencé, il appelait Black Lesnar. Black Lesnar, ouais, c'est vrai. Black Lesnar, ouais. Bon, après, lui, il en a fait plus, mais bon. Ouais. Mais bon. Biggie, il a payé son dû. Hein. Ah oui, clairement. Après, encore une fois, je le redis, hein, je trouve que Brian Cage est très bon. Quand il a les bons writers derrière, quoi. C'est pas critique sur Brian Cage, hein, mais je peux comprendre le jugement qui dit que le gars, ils l'ont pas gardé parce qu'il a pas de charisme. En vrai, je peux arriver à le comprendre. D'un point de vue, je peux arriver à le comprendre. Oui, clairement. Oui, non, c'est déjà plus surprenant. Bah, en même temps, c'est pareil. Omega, il a mis des années avant de devenir le... Ouais. D'avoir l'aura qu'il a, mais... Ouais. Ouais. Non, mais ça se trouve dans un monde parallèle à WrestleMania 40, en main event, à Kenny Omega contre Brian Cage, par exemple. Oui. Vu que le multivers est probablement existant. Ou CM Punk contre Vince McMahon. Oui. Ouais. Pourquoi pas, hein. Tu sais, hein. Oui, bah, Vince McMahon a catché contre Hulk Hogan, contre Stone Cold. Le truc qu'on pourra pas enlever à Vince McMahon, même si c'est un connard, c'est qu'il avait peur de rien, en fait. S'il fallait qu'il se fasse pipi dessus à la télé, il le faisait, quoi. Et Shane, pareil, hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Shane, je suis désolé, hein, si vraiment il se donnait, c'était un putain de catcheur, en vrai. Hein. Ah oui. Bon, il avait peut-être pas la tête pour, en fait. C'est un peu comme... Bah vas-y, je sais pas. Oui, vas-y, enchaîne. On enchaîne. D'autres talents de NXT, on a Cameron Grimes, on en parlait l'autre fois. Oui. Il n'apparaît plus à NXT car il est en attente de son call-up dans le main roster WWE. Ah, cool. On en avait un petit peu parlé. Hein. On avait évoqué un petit peu l'idée que peut-être Cameron Grimes, main roster WWE, ça aurait été possible. Hein. Ouais. Et en fait, les officiels, ils veulent le pusher, mais ils réfléchissent encore à une idée pour son arrivée à SmackDown ou à Raw. On sait pas encore où ça va. Il peut être un mid-card bien solide, le père Grimes. Et comme je te disais, avec Corbin, il y a peut-être un truc à faire. Ouais, pourquoi pas. Surtout que Corbin, il a plus grand-chose en ce moment. Ah oui, bah... Oui. Donc Cameron Grimes, par exemple, qui se paye un Corbin en tant qu'acolyte un peu garde du corps. Avec Corbin qui a sa soif de vouloir toujours du pognon et compagnie. Ouais, je sais pas. Après, juste pour revenir à ce que tu disais il y a 10 secondes, tu disais qu'il est à peu près rien, mais en attendant, tu le vois toutes les semaines sur les écrans. Hein. Oui. Non, mais je veux dire, il y en attend pour l'instant, ils ont pas vraiment de... Bah, étant donné qu'apparemment l'expérimentation de JBL a pas marché, donc... Et ils voulaient en faire un wrestling god comme JBL à l'époque. Ouais, mais bon... Bah, c'était la gimmick, mais bon, le problème, c'est que dès le départ, tu sentais le truc un peu... En fait, t'as des mecs, peu importe la gimmick qu'ils leur donnent, tu sens toujours un peu d'ironie derrière, tu vois. Mais tu sais que c'est généralement très compliqué de refiler une gimmick d'un ancien catcheur pour un nouveau. C'est souvent très compliqué. Ah oui, bah c'est très con. Hein. Tu sais, moi je suis le premier à gueuler quand t'as les fils d'eux ou les filles d'eux dans le catch qui ont simplement un remix du thème de leur père, tu vois. Genre Charlotte Flair, pour moi, elle a rien en fait. Enfin, elle est douée sur le ring et tout, elle est charismatique si on veut, mais j'ai aucun intérêt pour son personnage. Pourquoi ? Parce que je vois juste Ric Flair avec une perruque, quoi. C'est pas faux. Bah oui. Je peux comprendre l'idée. C'est comme Natty Neidhart, je veux dire, elle a eu pendant... elle a peut-être changé de thème, je sais même pas, mais tu vois, dès que t'arrives avec un remix d'un thème qui existait déjà, bah au bout d'un moment, c'est bien, t'es fils d'eux ou fille d'eux, c'est bien, le catch c'est surtout un truc qui est très dans la famille et tout, mais de là à venir avec un remix du thème de ton père, tu vois, que t'es ta propre personnalité. On peut dire ce qu'on veut sur Bray Wyatt, par exemple, mais de ce côté-là, ils ont totalement réussi. Ils l'ont pas fait venir avec un remix de machin. Donc, en parlant de fille d'eux, du coup, parce que du coup, tu m'offres la transition. On peut parler de Ava Raine, la fille de The Rock, qui a priori à NXT, elle évoluera désormais sous le nom de Ava, tout simplement. Ils ont décidé d'enlever son nom de famille. Bah c'est pareil. D'ailleurs en tant que Ava et tout ça. Hein. Ils ont totalement zappé le nom. C'est bien beau, mais mis à part... D'ailleurs, par exemple, elle a un personnage qui est totalement différent, hein, pour le coup. Oui. Mais en même temps, elle a un personnage différent, mais depuis que j'ai repris le catch, c'est-à-dire juste depuis cet été, je l'ai jamais vu catcher.
Elle a été annoncée. A priori, elle s'entraîne encore, quoi. D'accord, ouais, non, parce que du coup. Elle est sur les écrans, mais elle est pas forcément encore prête, vraiment, je pense. On veut pas d'une autre Nia Jax. Hein. Ouais, je pense pas, je sais pas. Déjà, le gabarit est pas pareil, hein, donc après. Oui, mais bon, après, des catcheuses qui ont un gabarit normal. C'est sûr. C'est sûr. Voilà, tout ça pour dire que du coup, vaut mieux qu'il lui fasse prendre son temps. Elle peut très bien être manager toute sa carrière, hein. Enfin, rien n'empêche. Hein. Oui, bien sûr, mais bon, du coup, c'est pas. Y a pas trop la. Comment dire? Y a pas trop la hype en fait. Du coup, de mon côté, peut-être que d'autres personnes me diront, mais non. Si ça marche bien ou pas? Honnêtement, NXT, c'est difficile à dire. NXT, c'est tellement. Entre guillemets, self-contained que. Je sais pas si elle est crédible dans son rôle, si ça passe, si ça. Bah, le truc, c'est que comme en ce moment, son clan fait pas des masses de trucs, bon là, ils sont repartis pour un programme apparemment vu du dernier NXT, je peux pas vraiment... En fait, le pire rôle d'un manager, c'est quand tu es dans un truc où t'as pas de programme, en fait. Ouais. Parce qu'il y a rien à faire, en fait, concrètement. Il y a que Heyman qui est trop fort pour ça. Hein. Oui, mais trouve-moi un seul truc depuis, allez, les 10 dernières années où Heyman n'a pas été mis dans un programme en tant que manager. Pas faux. Donc... Avec Curtis Axel, à la fin, c'était difficile. Oui, mais comme dit, ça remonte à quelques années, puis ça n'a pas duré, quoi. Ouais, c'est pas faux. C'est pour ça qu'à l'AEW, enfin, je suis désolé, hein, c'est pas pour dire l'AEW, c'est bien, la race, c'est de la merde, mais c'est pour ça qu'à l'AEW, ils ont certains managers qui font 15 catcheurs différents, tu vois. Ouais. Parce que du coup, ils ont généralement toujours un impact ou quoi, il y a toujours quelque chose. Ouais. Mais encore une fois, la gestion de l'AEW, c'est très particulier. Si l'AEW ferait pareil... Avec Nyla Rose, ça marche bien. Oui. Ouais, quoique encore, pour le peu qu'on la voit ces temps-ci... Ouais, après, je sais pas, j'ai pas le recul sur les shows récents, du coup, mais... Non, c'est pareil, depuis les shows récents... de toute façon, on n'a quasiment pas vu Nia Jax dans les shows télé depuis quelques mois. Elle a eu un... J'ai dit Nia Jax et Nyla Rose, d'ailleurs. Nyla Rose, putain, oui, pardon. C'est moi qui t'ai emmené en erreur. Hein, c'est ça, ouais. Mais du coup, mis à part un court programme avec Jed Carglass remplace Carglass répare... Carglass. T'as pas... on l'a pas vu sur les écrans, quoi. Est-ce que Jade Carglass, elle a Olivier de chez Carglass en tant que manager? Il faudrait. Franchement, moi je dis là, c'est... On va soumettre l'idée à Tony Khan, on va lui c'est ça. On va lui dire, est-ce que tu veux pas mettre Olivier en manager? Je lui envoie un message sur Twitter. Salut ma couille, comment ça va? Veux-tu, s'il te plaît, engager Olivier de chez Carglass? Bisous. Enchaînons. Parlant de, du coup, star ou catcher qui pourrait arriver dans le main roster ou des retours, etc. La WWE qui aimerait faire revenir les Authors of Pain, donc les boulangers, hein, concrètement, parce que les auteurs de pain, pour moi, c'est des boulangers. Ils voudraient les faire revenir, en fait, dans le main roster, a priori, et il y a Paul Ellering, qui est leur ancien manager, qui travaille un peu avec WWE dans ce sens-là, où il serait c'est un peu lui qui mènerait les discussions, quoi. On les a plus vus depuis... C'est pas ça mènerait. C'était pré-confinement, si je dis pas de conneries, qu'on les a pas vus... Ça a fini comment? Ça a fini... Ils étaient avec Seth Rollins. Seth Rollins, ouais. Et non, c'était pré... Après, on a plus vu grand-chose, quoi. Ouais. Et ils ont dû être renvoyés au début confinement, un truc comme ça, non? Honnêtement, je sais plus, ça fait tellement longtemps, tu vois. Ça fait partie des équipes, en fait, le nom m'était complètement sorti de la tête. Honnêtement, il m'a fallu 5 secondes pour recalculer. Dans l'idée, j'aimais pas mal. Mais c'est vrai que je les appelle les boulangers, hein, par contre. Hein, parce que... en fait, c'est une équipe à l'ancienne, en fait. Les gros mecs qui scellent quasi pas, c'est un truc old school, quoi. Donc les AOP, dernier match. Dernier match, le 9 mars 2020. Ouais, ils étaient encore avec Murphy et Seth Rollins. Oui, putain, oui, c'est vrai que Murphy était avec Seth Rollins aussi. Donc ouais, c'est début confinement, quoi, hein, en gros, parce que 9 mars 2020, c'est ça, hein. Putain, ça fait tellement... Début Covid, quoi. C'est ça. Une autre époque. Ils avaient tenté de lancer une compagnie de catch, les deux. Mais je crois que ça a pas marché. Enfin, je sais plus, il y a eu des trucs. J'avais vu des rumeurs sur ça. Ils sont encore jeunes en plus, hein. 29 ans et 29 ans les deux, je crois. Ouais. 29 ans et 28 ans, donc il y a encore... Voilà, hein, c'est pour dire que c'est pas des mecs de 40 piges. C'est pas... Ouais, enfin, j'étais pas ouf, quoi. C'est pas mon genre... c'est pas mon style de catcheur préféré. C'est pas des super catcheurs, mais en vrai, comme team dominante, ça peut être pas mal.
Ouais, non, mais je suis pas. Moi, j'aime bien Paul Ellering. Après, c'est un super manager, donc en plus. Ouais. Ouais, pourquoi pas, mais. Pourquoi pas. Ouais. Ça fait une team en plus. Oui. Surtout qu'en ce moment. De toute façon, à mon avis, il y a plein de trucs qui vont se débloquer après Mania. Je pense que les titres, tout ça, ça va être un peu plus simple, on va dire, dès qu'on sera sorti là. De toute façon, en gros, tout ce qui est début d'année jusqu'à WrestleMania, en gros, c'est bloqué presque. Hein. Enfin. Oui. Non, puis même. Dans les plans, si t'es pas déjà dans les plans avant le début d'année, tu peux être sûr que tu fous rien jusqu'à WrestleMania presque. Hein. Oui, non, et puis de toute façon, je pense que là, je me trompe peut-être, mais je pense que la Bloodline, tout doucement, ça atteint sa fin de run, donc à voir. Hein. C'est possible. À voir. Après, je dis ça, peut-être que ça dure encore. J'ai dit, moi, je suis à peu près sûr qu'il y aura toujours un Uso contre Uso. Hein. Wait and see. En parlant de retour, rien à voir, c'est pas vraiment. Enfin, si, c'est un retour, si on veut, entre guillemets. Il y avait un plan pour un retour du démon Finn Balor lors du Premium Live Event Royal Rumble. Comme on en avait déjà parlé, il y avait eu une idée d'un match Edge contre Finn Balor lors de Royal Rumble, mais Edge n'avait pas pu être présent à cause du tournage de la série Percy Jackson, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Enfin non, au Rumble, il est revenu, Edge, au Rumble. Oui, il est revenu, ouais. Mais en fait, le truc, c'est que ils avaient pas pu mettre en place le match pour le Royal Rumble parce que Edge était pas présent, donc du coup, ils auraient pas pu faire de construction et tout ça, etc. Ouais. Donc du coup, ils ont abandonné l'idée du démon Finn Balor parce que ça avait aucun sens, dans ça. Et il y a aussi un petit truc, c'est que il y a des créatifs qui sont pas forcément chauds pour l'idée parce qu'ils disent que ça collerait pas trop avec Finn Balor en ce moment avec son clan. Ouais. Ah oui, clairement, ça colle pas du tout avec son personnage actuel. Donc du coup, voilà, on sait pas trop. En tout cas, il y avait eu des discussions sur ça, mais je peux comprendre l'idée du ça colle pas trop. Ah oui, non, clairement. C'est vraiment pas. Je pense que le démon est. Enfin, c'est très bizarre de parler de lui comme si c'était une autre personne, mais la gimmick est tellement over que. C'est quasiment une double personnalité en fait. Hein. Oui, mais le truc, voilà. Puis bon, après l'avoir fait perdre contre Reigns dans la façon dont c'était tourné, c'était un peu. Voilà quoi. Pas faux. C'est un peu tué le truc quand même. Hein. Ouais. Faudra vraiment le ressortir au moment opportun et ça va pas être gagné. C'est vrai. Ça marchait bien à NXT, putain, c'était ouf. Ouais, bah oui. Mais bon. Autre retour très important. Le retour de John Cena à Raw le 6 mars. C'est bientôt. C'est bientôt, le 6 mars, c'est pas le Raw prochain, c'est celui d'après. Hein. Et depuis l'annonce ça j'en ai pas parlé parce que j'ai vu la news passer juste avant le podcast. Depuis l'annonce du retour de John Cena pour ce Raw-là, bizarrement, ils ont vendu 2000 billets d'un coup. En plus, le show, je crois que c'est à Boston, hein, si je dis pas de bêtises. Donc évidemment, voilà. Et on parle bien sûr toujours d'un John Cena contre Austin Theory pour WrestleMania. Ça, c'est toujours en rumeur. Ça fait un petit moment qu'ils en parlent. Ouais. Ça m'étonnerait qu'à moitié, en vrai. Mais... En vrai, je suis pas fan de l'idée. Hein. Le truc, c'est que... Ça m'étonnerait qu'à moitié. Je pense pas qu'il ferait gagner Theory contre Cena. Et le truc, c'est que... Ouais, pas clean. Mais je pense que le momentum de Theory, il serait buté, en fait, s'il se retrouvait face à Cena. Ça dépend si Cena met son ego de côté et accepte qu'il y ait un match équilibré, quoi. Je sais pas. Je pense pas que ce soit spécialement Cena qui décide ou pas que le match soit équilibré ou pas. Je pense pas. Je sais pas. Mais ouais, non, faut pas. Enfin, je suis conscient de l'aspect méga vendeur de Cena. Si Theory bat Cena clean et compagnie sur un gros match, ça peut peser quand même. Ah, je sais pas. Oui, même. En fait, le truc, c'est que je vois pas Theory gagner. Et vu le momentum qu'il a réussi à choper, ce qui était pas gagné il y a quelques mois, ça me ferait chier de le voir stopper comme ça, quoi. Ouais, je comprends. Donc, bon. Un angle à la rigueur et encore. Il part de loin, Theory aussi. Hein. Ah oui, clairement, oui. Il part de la storyline où il vole un œuf doré à Vince McMahon, quand même. Hein. Ouais. Ouais. Après, j'avais bien aimé le coup de Vince McMahon qui le met au défi à chaque fois de l'impressionner, tout ça. Ça, c'était pas idiot, tu vois, à la limite. Ouais. Si, voilà. Enfin, voilà, bref. Ouais. La théorie, on va en reparler un tout petit peu plus tard quand on va évoquer Seth Rollins. Tu vas faire le lien. D'accord. Très rapidement. Autre information, Batista, du coup, on en parlait en tout début d'émission, qui devrait être la star principale du Hall of Fame cette année.
Batista, il devait être intronisé à la base, je crois que c'était en 2020, avant qu'il y ait le Covid qui soit annoncé. Ouais. Justement, ils avaient annoncé Batista pour le Hall of Fame 2020, si je dis pas de bêtises, et ça avait été annulé du coup à cause du Covid, etc. Peut-être que je dis une énorme connerie, hein, mais il me semble de mémoire. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire parce que c'est peut-être un effet Mandela, mais effectivement, il me semble que j'ai vu les clips. J'ai un souvenir. Ouais, je sais pas. C'est peut-être un effet Mandela, hein. C'est totalement possible, mais. Non, c'est ça. La WWE avait annoncé l'intronisation de Batista dans le Hall of Fame, mais la pandémie du Covid en a décidé autrement. D'accord, ok. Ouais, donc c'est bien ça. Et c'était du coup, c'était un peu en suspens. Et sans deck, un de ces quatre, je vais me refaire les shows de l'époque pandémique parce qu'il y avait tellement de trucs qui étaient incroyables. Pas dans le bon sens forcément, mais c'est tellement. Le retour de Stone Cold dans la salle vide. Oui, non, même. Ou même les matchs ambiance. Les matchs ambiance cinématique. Bah, on avait maté, on avait maté ensemble le Mania, si je dis pas de conneries. On avait enchaîné le Mania et puis le show de Impact. Enfin, dans l'inverse. Avec ouais, oh putain, ouais, c'était une autre époque. Mais oui, non, bah c'était en fait, ça a été une micro-bulle en fait dans le monde du catch. Ça a été tellement surprenant et ça donnait. Tu sais que limite, je préférais ça que le Thunderdome. Hein. Bah moi aussi, parce que le Thunderdome au final c'était impressionnant techniquement, mais comme beaucoup disaient, t'avais un gros surjoué, quoi. C'était faux en fait. Oui, c'est ça, ouais. T'avais un gros côté Black Mirror quand tu voyais les têtes des mecs, et puis bon, sans parler des. Ils voulaient comme ils voulaient les chants et tout, donc ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, quoi. Ouais, non, je suis totalement d'accord, effectivement, ouais. Mais ouais, c'est une micro-bulle dans le monde du catch qui a été involontairement rafraîchissante. Enfin, je sais pas. Il y a des compagnies qui ont beaucoup souffert du Covid. Oui, bien sûr, mais par exemple. Ils ont eu beaucoup de mal à remonter, ils sont à peine en train de remonter. Impact, ça a été un peu dur aussi, parce que je crois qu'ils ont même déjà arrêté les shows à un moment, Impact. Hein. Ils ont pas arrêté, je crois que c'est la seule grosse compagnie qui a arrêté une semaine ou deux avant de reprendre. Hein. Ah, j'ai un doute, je sais plus. Si, je crois qu'il me semble qu'ils ont arrêté une semaine ou deux Impact. Avant de trouver un accord, je sais pas quoi, pour faire des shows. Aussi con que ça puisse paraître, moi, le premier Mania de l'ère confinement, c'est un de mes manias préférés. Hein. Le Mania là, il aurait été fait. Bon, évidemment, c'était un peu compliqué vu qu'il avait pré-enregistré du coup. Drew McIntyre avec le titre devant le public, quoi. Oui, c'est pareil, c'est ce que je disais déjà la dernière émission, quoi. Mais ouais, non, c'est un de mes manias préférés, quoi. Puis, franchement, il y a des trucs tellement improbables, dans le bon sens ou pas. Le Big Show qui vient après Mania, qui défie McIntyre, il passe ça le lendemain. Enfin, tu vois, c'était vraiment. Il y a trop de trucs mais il y a des trucs de taré, hein. Ouais. Pipi qui devient manager d'une équipe pendant 2 jours. Enfin, mais ça a aucun sens. Les mecs, ils faisaient des mixtapes. Enfin, n'importe quoi. C'est parti. Les openings de 20 minutes avec. Genre, ça commençait, c'était une promo des Street Profits. Après, ça donnait un match 1 contre 1. Finalement, ça finissait en match tag team. Puis après, t'as encore Bianca Belair qui a fait ses débuts. Putain, c'était irréaliste. Pendant la pub, il s'arrêtait de catcher. Il recommence. Ah oui, t'avais des images qui avaient circulé. Ouais, clairement, ouais. Je trouve ça trop drôle, en vrai. Bah, comme dit, c'est pour ça que le Mania, dans un sens, était aussi si bon, parce que tous les botches, il les avait jartés, en fait. Ouais. Mais bon. Bah, le WrestleMania, c'était en direct, le WrestleMania. Non. Il était pas en direct, le WrestleMania. Non, le premier Mania était pas en direct. T'es sûr de ça ? Sûr et certain. Parce qu'à l'époque, t'avais... J'ai un doute, hein. Non, il était pas en direct, hein. Attends, 2020, du coup, c'est 36. Je sais honnêtement. Non, il était pas en direct. J'ai un doute. Sur certains catégoriques. Ah ouais, non, il était pas en direct, t'as raison, putain. Enregistré le 25-03, diffusé le 4-4. Ah ouais. Ouais. J'avais complètement oublié ça. Une autre époque. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que Dave Meltzer n'a pas noté le WrestleMania 36. On s'en fout, de toute façon, Dave Meltzer, c'est un gros con. C'est pour dire qu'en fait, comme les matchs étaient édités, ça avait aucun sens en fait de noter. Oui, bah oui. D'ailleurs, petite annonce, cette année, je pense qu'on le refera selon le moment, si je suis dispo ou pas. Mais je pense qu'on pourra peut-être se refaire une WrestleMania party sur Discord. Sachant que il y aura pas de problème de synchronisation parce que Discord maintenant tu peux partager tes écrans
Et pour avoir fait plusieurs séances cinéma via Discord, c'est très bien foutu. Donc éventuellement... Comment te dire? Non, mais pas forcément pour toi, du coup, vu que t'auras pas rattrapé. Mais... Comment te dire? Je pense que ça sera possible pour WrestleMania en 2025. Bon, pourquoi pas. De toute façon, d'ici là, j'aurais racheté la compagnie, je mettrai 5 € tous les ans, ça va le faire. Mais non, si à l'occasion ça vous intéresse, dans les commentaires, que ce soit sur la chaîne de Declan ou sur Twitch, n'hésitez pas, ça peut se faire, quoi. Vous emmerdez pas, vous n'avez pas besoin d'avoir rien pour Mania. C'est la personne qui host qui fournit le lien et puis basta, quoi. Yes. Voilà. Enchaîne. Yep. Eh ben justement, on va parler de WrestleMania, parce que ça s'approche, mine de rien. On va parler d'abord de Elimination Chamber qui entraîne les discussions sur WrestleMania, évidemment. Ouais. On a Asuka qui a remporté l'Elimination Chamber match. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Comment? Enfin, non, je l'avais pas dit, mais j'ai dit que j'espérais que ça serait elle. Ouais, oui, d'accord, ok. Et du coup, elle a décidé d'affronter Bianca Belair pour le Raw Women's Championship lors de WrestleMania. Ah non, elle a pas décidé, elle avait pas le choix. Pourquoi elle avait pas? Putain, je sais plus. Bah le Rumble féminin, c'est pas elle qui l'a gagné. Ah oui, putain, mais oui, non, mais... Un peu de professionnalisme, Declan, merde. Bref, oui, non, mais vas-y, je me perds dans mes notes, hein, je suis crevé, moi. Mais oui, non, donc elle affrontera Bianca Belair pour le Raw Women's Championship. Mais oui, en plus, le Chamber, il était pour déterminer la challengeuse du Raw Championship. Ah oui. Du coup, on a Asuka, bien sûr, ça c'est pour la stat. Elle marque l'histoire de WWE en devenant la première catcheuse à remporter un Rumble match, un Money in the Bank ladder match et un Elimination Chamber match. Ouais, enfin, vu le Money in the Bank qu'elle a gagné, on peut l'oublier. Hein. Pour tous ceux qui disent que Asuka est mal booké à WWE, je leur mets une torgnole et si je veux, je leur imprime le palmarès d'Asuka à WWE sous le nez, hein, si veulent. Ah non, le problème c'est pas qu'elle était pas bookée, c'est que pendant des années, sa gimmick c'était juste les gimmicks de la nana bizarre parce qu'elle parlait japonais. Tu vois, quand on parlait de booking raciste, ça c'est du booking raciste. C'est vrai. Donc voilà quoi. Ouais. C'est vrai. Donc du coup, Asuka contre Bianca Belair, je sais pas ce que tu penses du match, éventuellement. Ce que t'en penses de ce qu'a donné. Alors, Bianca Belair, je pense qu'elle a un ratio qui est improbable. C'est autant elle est géniale sur le ring et elle fait des trucs de malade, autant elle me gonfle. Donc, je sais pas. Tout va dépendre, en fait, le match, la hype qu'il va y avoir pour ce match va dépendre du booking des prochains mois, en fait. Pas des prochaines semaines, du coup. Ouais, parce que là, il reste quoi? Il reste un mois... Il reste 40 jours, quoi. Il me semble qu'on était à 40 jours à Raw, il me semble qu'ils l'ont dit, mais le truc, c'est que j'attends de voir comment ça va être tourné, en fait. Parce que là, c'est pareil, soit ils vont valider, entre guillemets, le nouveau rôle, enfin, la demi-nouvelle gimmick de Asuka en la faisant gagner et ça peut être génial, ou alors Bianca Belair va devenir la nouvelle Charlotte Flair en étant bookée comme si c'était Dieu le Père et voilà quoi. J'espère pas. T'as Charlotte Flair d'ailleurs, elle a fait sa star au Daytona 500 le week-end dernier. Ouais. Elle était guest invitée par la NASCAR qui d'ailleurs est diffusée sur la Fox tout comme SmackDown, hein, donc du coup ça aide. Et la NASCAR, du coup, ils font souvent, il y a souvent la promo de la Fox qui est faite, ils font souvent la promo de SmackDown lors de la NASCAR. Je dis ça parce que je regarde la NASCAR. Hein. D'accord. Le truc, c'est que Philippe Chiro, je le connais plus comme commentateur de NASCAR que comme commentateur de catch. Donc. D'accord. Donc voilà, ça c'était pour le petit truc au passage. Du coup, la suite, on a Damage Control contre Ronda Rousey et Shayna Baszler qui est en rumeur pour les WWE Women's Tag Team Championship pour WrestleMania. Ça, on en avait déjà parlé, il me semble, rapidement. Du coup, voilà, c'est toujours en rumeur, on sait pas trop. Sachant que Damage Control, ça pourrait être du coup juste Dakota Kai et Io Sky qui pourraient affronter du coup Shayna Baszler et Ronda Rousey. Parce qu'en fait, Bayley pourrait être impliquée dans autre chose. Bah c'est pareil, on serait nouveau dans du heal contre heal et franchement, ça me paraît un peu bizarre quand même comme booking. Bah, sauf si Damage Control tourne face. Tu les vois ouais, enfin si elle se sépare, tu me diras c'est pas impossible vu le dernier Raw, mais ouais. Et justement, on peut enchaîner avec la suite qui est un peu liée. Je sais pas si tu te souviens qu'on avait pas mal parlé de Tristratus qui était possiblement impliqué autour de tout ça, de cette storyline et tout ouais. Ça. On avait parlé la semaine dernière. Effectivement, ouais. Elle était présente en backstage de Raw cette semaine et elle devait prendre part à l'origine au segment Dig Dong Hello de Bayley à la place de Lita. Donc ils ont changé d'idée, ils ont mis Lita à la place. Ça aura pas eu de sens. Y a l'implication de Tristratus dans la storyline est toujours le plan, on sait pas trop encore où ça va. Et du coup il y avait toujours la rumeur d'un match Damage Control contre Becky Lynch, Lita et Tristratus, mais a priori on sait pas trop.
Sachant que Damage Control va affronter Becky Lynch et Lita à Raw pour les titres féminins la semaine prochaine, enfin lundi là. Et il y a une rumeur du coup qui est sortie hier qui parle d'un possible heel turn de Trish Stratus pour s'allier à Bayley pour aller affronter Becky Lynch et Lita à WrestleMania. Je suis pas spécialement fan des... Bayley est déjà heel, mais Trish Stratus heel turn pourquoi pas, ouais. Bah, le truc, non, en fait, c'est que je suis pas spécialement fan des heel turns quand c'est des returning stars qui seront pas là pour un certain truc. Parce que le problème, c'est qu'en fait, la majeure partie du temps, les gens sont tellement contents de les revoir que ça marche pas. Genre Edge en heel, là, ça a pas marché, par exemple. Ouais, c'est pas... Edge a été heel 3-4 mois, si je dis pas de conneries, ça a pas marché du tout. Suivant le coup de pute qu'a fait Alita, je pense que ça peut marcher. Moi, je sais pas, Après, encore une fois, hein, je dis pas non. Je dis juste que je suis pas spécialement... Et du coup, ça pourrait expliquer, si Bayley s'allie à Trish Stratus, par exemple, ça pourrait expliquer une Damage Control qui tourne face, enfin le reste de Damage Control. Du coup, c'est pour ça que c'était un peu lié. Ça pourrait... Ouais, je sais pas. Parce que là, le truc avec Edge et... pardon, pourquoi je dis Edge, moi, d'ailleurs? Avec Trish et Lita, c'est que c'est un peu random. Vous avez l'impression qu'en fait, ils cherchaient les... Ils ont cherché les scénarios non utilisés pour le mode carrière de 2K22. Ils ont fait « Ah ouais, tiens, ça peut être pas mal si on le prend. » Mais je veux dire, dans l'idée, après, ça serait logique. Après, est-ce que ça marche ou... L'idée pourrait fonctionner, en tout cas, dans la logique. Ouais. Après, ça me fait chier parce que j'adore Trish et Lita, mais dans un sens, c'est un spot enlevé de catcheuse régulière, quoi. Ouais. Mais dans la logique de Bayley qui abandonne ses potes pour aller s'allier à Trish, et les autres qui, du coup, tournent face parce que on aura le cul de Bayley, disons que ça tiendrait, quoi. To be continued. De toute façon, quand t'es en période de Mania, c'est là où t'as les trucs les plus ouf qui peuvent se passer. Et Mania et le lendemain de Mania, quoi. Ça fait quand même 2 semaines, 3 semaines que Trish tourne un peu autour de tout ça, autour des rumeurs, donc il doit bien y avoir un fondement quelque part. Hein. On verra bien. Au bout d'un moment, je veux dire, s'il y avait une rumeur qui était pas du tout fondée, t'aurais plus de nouvelles et la rumeur serait éteinte d'un coup, quoi. Là, ça fait quand même 2-3 semaines que Trish est toujours aux rumeurs autour de ça, donc il doit bien y avoir un fondement quelque part, quoi. Ok. On aura les réponses sans doute dans les prochaines semaines à Raw, je pense. Assez rapidement d'ailleurs, parce que... Et on sera là pour couvrir l'événement. Enchaînement des clans, on est déjà à plus d'1 heure de live. Je serai pas sur place, hein. Oui, bah moi non plus, évidemment, mais bon. Autre rumeur pour WrestleMania, Logan Paul contre Seth Rollins, qui est prévu pour WrestleMania Night 2. Vu ce qui s'est passé lors de l'Elimination Chamber, ça semble plus que logique. En fait, le début de la storyline, ça débute avec Logan Paul qui a éliminé Seth Rollins lors du Rumble match. Logan Paul qui est intervenu lors de l'Elimination Chamber pour attaquer Seth Rollins et l'empêcher de remporter le WWE United States Championship que Austin Theory a du coup conservé. Voilà pour la petite info. Ils ont enfin compris que Logan Paul était heel. C'est vrai. Enfin. Parce que bon, il a beau faire des spots de malade. C'est le mec le plus détesté. Littéralement. Tu m'étonnes. C'est une hit machine, ce mec. Mais vu le... En fait, vu le... Comment dire, j'allais dire le charisme, mais oui, il a du charisme. Mais je veux dire, vu la haine que les gens peuvent avoir pour un mec... Pour un youtubeur ou un truc comme ça, enfin... Il y a moyen de ouf. Oh oui, non, mais le mec... Enfin, encore une fois, c'est à cause de bail qu'il y a, mais oui, c'est un gros con, quoi. Oui, ça oui, par contre. Le mec, il s'était fait allumer parce qu'il avait dit... il avait tweeté sur le dernier film de Jordan Peele. Je crois que c'est le seul mec qui est capable de se faire huer rien que parce qu'il a dit « j'ai pas aimé le film », quoi. Enfin, il l'a pas dit comme ça, évidemment, mais... Bref. Voilà, quoi. Ouais. Non, mais je pense qu'il y a moyen de faire un heal, mais... Ah oui, clairement. Oui. Clairement. Du coup, gros dossier. Là, c'est vraiment gros dossier pour terminer le gros paragraphe WWE. Là, c'est gros dossier autour de Jay White et d'un autre catcheur. Ah. Je vais essayer de te faire une devinette et ouais, si tu vas arriver à deviner et à trouver qui c'est. CM Punk. Pas du tout. Non, évidemment, c'est pas CM Punk. Ok. En interne de WWE, on ne s'attend absolument pas à voir Jay White signé avec la compagnie, alors qu'il est en rumeur depuis un petit moment. Puisque ce qui se dit et ce qui se murmure, c'est qu'il y a une signature d'une star encore plus importante qui est en jeu actuellement. À ton avis, de qui ça peut bien s'agir? Est-ce que c'est un mec de la New Japan? C'est un ancien de la New Japan. Okada, il est toujours la New Japan? Okada est toujours la New Japan. Putain, on a qui a quitté la New Japan ces dernières années? Putain. Est-ce que c'est genre un mec qui est déjà à la AEW, par exemple? C'est un mec qui est à la AEW.
Putain, pas Omega quand même. Kenny Omega. What the fuck? WWE cherche à recruter Kenny Omega dès la fin de son contrat avec AEW. Sachant que le contrat liant AEW à Kenny Omega a soit expiré il y a quelques jours, soit expire dans quelques jours. Putain. Et la WWE est très 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 confiante d'avoir Kenny Omega avant WrestleMania. Eh putain, t'imagines ici Omega et t'as MJF qui reste à la AEW? Je sais pas si je pète un câble ou si je hurle de rire. Non mais c'est pas possible, Omega il est trop installé. Il est toujours champion Six-Man, hein, mais apparemment oui. Il est soit en fin de contrat et il est payé à l'apparition, soit il est en grosse négociation de prolongation de contrat avec AEW ou de signer avec WWE, soit son contrat termine très très bientôt. Bon, c'est pas trop. Après, c'est vrai qu'on voit un peu moins Omega ces temps-ci, malgré le titre. En tout cas, je suis confiant en WWE pour l'avoir. Putain. Waouh. Et autre info du coup liée à Kenny Omega, il pourrait avoir son premier match lors de WrestleMania si jamais ça se fait. Ce serait le premier match de Kenny Omega avec WWE depuis son contrat de développement en 2005-2006. Putain, Omega à WrestleMania quoi. Ça remonte à Kenny Omega, était pas connu à cette époque-là. Putain. On est dans une équipe de, on est dans une époque de dingue. Omega à la WWE. Oh putain. Vas-y. Là, vas-y. Ça va reparler de Jay White. Vas-y. Si tu veux reparler de Kenny Omega, vas-y, ajoute. Hein. Ah non, mais Tu veux ajouter des trucs sur Omega? Je crois qu'en fait, l'année dernière, quand t'as Cody qui a re-signé le WWE et qui s'est pointé avec son thème AEW en plus, ça crée genre une faille spatio-temporelle et maintenant t'as tout qui est possible. Mais en fait, tout est. Mais depuis le retour de CM Punk. Moi, je trouve que depuis le retour de CM Punk à AEW, tout est possible. Ouais. Putain. Non, enfin, je veux dire. Presque, hein. Oui, non, mais je suis d'accord, mais putain, c'est ouf. Demain, tu me dis, Tatanka a signé un contrat à plein temps à WWE, même limite, je te crois, tu sais. Bah, tu sais, ce matin, je me suis fait la réflexion en matant Double Dynamique. On est en 2022 et t'as Jeff Jarrett qui a un contrat régulier à la télé, quoi. Ouais, c'est ça, voilà, donc, par exemple. Putain. Tu me dis, Shawn Michaels re-signe un contrat de 2 ans pour catcher à plein temps, limite, je te crois, tu vois. Limite, ça m'étonnerait plus, quoi. Bah, de toute façon, là, il va y avoir un angle en plus avec lui et Grayson Waller à NXT Vengeance. Ça parle d'un match entre les deux, hein, d'ailleurs. Oui, bah, ça m'étonne même pas. Mais alors, par contre, où, quand, comment, aucune idée. Hein. Putain. Parce que là, tu peux pas faire ça à NXT, c'est impossible. Ou alors, si, justement. Gros coup de pub. Gros coup de pub. Ils font un show pour le WrestleMania Weekend. Bah, ils ont Stand and Deliver, comme tous les ans. Ils le font bah, écoute, il me semble. Parce qu'en fait, là, à Roadblock, tu vas avoir je sais plus si c'est le Grayson Effect ou le Air Effect, bref, le talk show de machin, où t'as Michaels qui est invité. Et honnêtement, s'ils veulent annoncer un truc pour NXT Stand and Deliver, c'est le moment. Hein. Je sais pas si... en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien sur Stand and Deliver. Il n'y a même pas eu de news, de rumeurs et ça. Bah, on sait que c'est leur big show, c'est leur big event de zone de mania, généralement. On verra. Donc, ouais. De toute façon, on aura vite les réponses. Hein. Putain, Omega, là, je suis encore sur le cul, là, c'est... Du coup, d'autres infos. Là, c'est presque la suite et la continuité de Kenny Omega. T'es pas prêt, hein. Vas-y. Là, c'est pour la petite info de Jay White qui doit absolument quitter NJPW puisqu'il a perdu son match contre Eddie Kingston lors de Battle in the Valley, le show. On va revenir dessus un petit peu plus tard. On en avait parlé la semaine dernière, ouais. On va parler de la NJPW un petit peu plus tard, notamment d'une catcheuse très très connue. On va y revenir. Du coup, Jay White, il a perdu un match qui est devenu un loser leaves NJPW contre. Ouais, ça t'avais donné la news la semaine dernière déjà. Ouais, mais voilà, à la base c'était un match simple, donc il a perdu, donc Jay White, NJPW, c'est terminé. Donc Jay White officiellement free agent. Savoir que David Finlay, qui est le fils de Finlay, est venu l'attaquer pendant le speech d'adieu de Jay White, donc il a même pas pu faire son speech d'adieu. Oh le pauvre. En fait, je pense, je pense que la NJPW a fait ça en se disant que ça laisse un angle d'ouverture pour peut-être un retour de Jay White un jour, quoi. Ok. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça, en fait. Bon, tu peux arrêter de me teaser parce que là, j'attends la continuité pour laquelle je suis pas prêt, en fait. La continuité, c'est Triple H qui a demandé aux créatifs de WWE de travailler pour les arrivées de Jay White et Kota Ibushi. Alors, ça ne signifie pas forcément que la WWE va les signer, mais ça confirme que la WWE travaille pour les signer. Bah déjà, s'ils ont Ibushi ou qu'ils ont Omega, ça sera à mon avis un argument assez intéressant pour choper l'autre.
Sachant que Ibushi a dit en interview il y a pas longtemps que ce soit pour AEW et WWE, si on le laisse développer des talents, d'autres talents d'ailleurs, il a bien précisé, si on le laisse en gros presque diriger une école, on va dire entre guillemets, donc en gros il serait coach au Performance Center ou coach à AEW, je sais plus comment ils s'appellent leur truc là, leur dojo là qu'ils ont. Nightmare Dojo, là. Non c'est pas Nightmare Factory. Ah oui voilà c'est ça. Enfin non parce que Nightmare Factory c'est le Dojo Rhodes, mais du coup... C'est la Factory tout simple non du coup. Bah, oui, parce que le Nightmare Factory qui est effectivement oui, parce que du coup on le voit la bleue, donc ça m'étonnerait que ça soit le même. C'est la Factory tout simple. Enfin bref, Kota Ibushi a dit que si jamais on le laissait un peu être coach entre guillemets, et en même temps catcher et être à son plein level et aider à développer les autres talents, il a dit qu'il accepterait de signer. Moi, le truc que je trouve marrant, c'est que, enfin, je suis désolé, je reste bloqué sur le coup d'Omega, mais si Omega est signé à WWE, ça veut dire qu'on l'aura pas dans le jeu AEW Fight Forever non plus. Ça commence. Arrêtez d'enlever des genres de jeux. Il sera pas dans WWE, ça sera trop tard pour l'ajouter. Arrêtez d'enlever des persos de votre jeu, putain, on a déjà plus CM Punk, maintenant on a plus Omega. Putain, pardon, désolé. Ça va finir dans le jeu, il y aura plus que les Guns, Nyla Rose et Action Andretti. Bah, tu me diras s'ils font si l'équipe de développement qui était là pour 40 catcheurs, finalement ils ont qu'à bosser sur 5 catcheurs, putain le jeu il a intérêt à être bien. Donc voilà, après peut-être ça sera trop tard pour retirer Kenny Omega du jeu aussi. Hein. Bah je sais pas, non mais comme dit c'est en tout cas ils y travaillent. En tant que fan, je pense que la news qui est qu'une rumeur pour l'instant si j'ai bien compris, et comment te dire, c'est le truc qui me souffle le plus depuis que je suis le catch en fait. Parce que pour le coup, c'est... Enfin, moi quand j'ai vu passer la rumeur et tout, je fais putain. Bah oui. J'ai relu 4 fois hein, avant d'être sûr. Hein. Ah oui, non, bah oui. Ah ouais, quand même, ouais. Mais en même temps, c'est l'erreur d'AEW hein, s'ils l'ont laissé aller jusqu'au bout de son contrat. Hein. Parce que s'il est vraiment au bout de son contrat, il est libre de discuter avec qui il veut, quoi. Bah, le truc, c'est que j'ai l'impression que Tony Khan, il a un peu du mal dans la gestion des contrats, justement. Je pense qu'il est soit il est trop naïf, soit il est humainement pas top, je sais pas ce qui est le cas, mais effectivement, c'est pas le premier Omega où justement la fin du contrat arrive et du coup c'est open door pour les autres promotions. Mais ouais, non, effectivement, c'est assez... Bah, en fait, j'adore toujours la WWE, mais j'ai l'impression que pour eux aussi, la période de nuit de noces est passée, quoi. C'est vrai, ça a déjà un moment quand même. Ouais. Après, ça reste très bon, hein. Ça reste un très bon produit et tout, mais effectivement, j'ai l'impression que la méga hype du début, c'est un peu... Bah, en fait, c'est très con, mais je pense que le retour de Triple H et le WWE a rendu le truc tellement, tu vois. T'as plus vraiment... Maintenant, c'est plus du... Même s'ils sont pas sur les mêmes honoraires, tu vois, t'as plus une espèce de guerre peut-être un peu plus saine au final. Enfin, c'est... Ouais. C'est un peu des genres de guerre d'influence, un peu, ça. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. C'est la guerre froide du catch, en fait. C'est-à-dire qu'avant, les promotions étaient opposées les unes les autres, c'était du combat frontal. Et là, t'es plus dans une espèce de guerre froide. Une guerre froide qui pourrait se terminer avec Tony Khan qui rachète WWE quand même. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire par là... Et ça, le jour où si l'info elle tombe, c'est un truc de fou. Hein. Ah oui, non, bah, on fait un live à 2h du matin s'il faut, quoi. Non, mais plus sérieusement, le truc, c'est quoi, la période est vachement chelou, quoi. Autant tu peux avoir des méga bonnes news que des mauvaises surprises, genre CM Punk, ça a quand même été une mauvaise surprise, le fait qu'on se soit rendu compte qu'effectivement, il était un peu connard quand même. Et là, on est vraiment dans une période chelou et tendue, quoi. On a fini pour le gros pavé WWE. Et surtout le très gros pavé Kenny Omega, Kota Ibushi, Jay White. Là, tu m'étonnes. Là, c'était vraiment le gros truc. Hein. Vraiment. Des trucs un peu plus soft maintenant, entre guillemets. Est-ce que c'est vraiment soft? Est-ce qu'il y a vraiment des trucs soft dans le clutch? Les manchettes de Rob Van Dam à l'époque. Peut-être. Vas-y. AEW. On a 2 petites infos sur AEW. On a Rio. Je sais pas si t'aimes bien Rio, la catcheuse. J'aime bien la ville Rio, mais après... Oui, non, Rio, en fait, le truc, c'est que depuis qu'elle a eu son run de champion, on l'a quasi plus vue. Je pense qu'elle a... Elle est absente depuis Dark Elevation le 9 novembre 2022. Et, on la voyait déjà en pointillé à l'époque. Hein. Ouais.
Et après, elle est désormais disponible pour un retour sur les écrans. On ne sait pas trop ce qu'il y a eu en fait, si elle a été laissée au repos, si elle a été renvoyée au Japon, si elle a eu des problèmes de visa, on ne sait pas. D'accord. Elle n'était pas dispo et là elle est redispo. Voilà, ça c'est pour la petite info. Mais elle est bon, je sais pas à quel degré de prochitude, mais elle est vachement proche de Kenny Omega si je dis pas de conneries. Oui, bah, c'est pour ça qu'elle a signé globalement. D'accord. Et Kenny Omega qui a réussi à la faire venir. Ok. Qui a d'ailleurs fait venir beaucoup de catcheuses japonaises, voilà, parce que sinon ouais, c'est pas tant de catcheuses japonaises. Ça, c'est vrai que la AEW, c'est assez sympa, justement, ça change un peu. Moi, j'aime beaucoup, comment elle s'appelle? Celle qui est souvent avec Emi Sakura, là, putain, j'ai un... Mei Suruga. Mei Suruga, ouais. Je suis méga fan de Mei Suruga. Après, pour être un peu honnête, le domaine des catcheuses japonaises, c'est plus Elevation et Dark Elevation. Et en ce moment, le devant de la scène féminine est vachement occupé par les anciennes WWE. Quoi. Le nombre de matchs que Emi Sakura a fait en équipe avec Nyla Rose, il est... Je pense qu'ils te font un dictionnaire pour écrire tous les matchs. Bah, ils sont une team pseudo-régulière, mais c'est vrai qu'effectivement, tu regardes en ce moment le devant de la scène féminine, encore une fois, c'est Toni Storm, Jamie Hater. Ouais, après, Jamie Hater, voilà. Non, même, ouais, Cargill encore moins quand même, parce qu'elle reste entre guillemets... voilà. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que en ce moment, ça tourne plus autour de Saraya et Toni Storm que de Emi Sakura et Ryo, par exemple. Saraya, putain, pourquoi j'ai dit Paige? C'est vrai qu'elle a changé de nom. Enfin, on avait compris, quoi. Ouais. Mais, ouais, Jamie Hater, on la voit pas trop, en fait, au final. Bah, il l'utilise bien, en fait. Hein. Non, tu la vois quasi toutes les semaines, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Tu la vois quasi toutes les semaines. De toute façon, elle est toujours... T'as toujours aussi Britt Baker qui est entre guillemets, qui tourne autour. Et ouais, non, effectivement... il y a une trahison un jour, d'ailleurs, entre les deux. Oui, bah, ça risque d'arriver tôt ou tard, quoi. Mais bon, de toute façon... Pour l'instant, ouais... En parlant de AEW, ça c'est pour le petit truc au passage, il y a eu Saraya contre Sky Blue cette semaine, et Sky Blue, Saraya, c'est sa catcheuse préférée. Cool. Donc en vrai, cool. Elle a vécu son rêve de gamine d'affronter Saraya. Quoi. D'ailleurs, j'ai vu un truc d'un analyste de catch très pertinent, je sais plus son nom, des analystes américains qui font souvent des analyses et tout, qui disait que Saraya, elle était un peu rouillée in-ring quand même. Bah, que par rapport à la nouvelle génération, elle avait du mal à tenir le rythme, quoi. Déjà, le truc en fait, c'est qu'en plus, elle catch pas souvent. Et je pense qu'effectivement, ouais, c'est possible. Après, comme dit, la division féminine, et c'est marrant parce que je me rappelle déjà qu'à l'époque, j'en avais parlé à l'époque du podcast. La division féminine, en ce moment, le truc qui m'embête un peu, c'est qu'il y a plein de talents que j'aime bien, mais ça tourne toujours autour des mêmes noms, tu vois. Genre, t'as eu plein de retours consécutifs, t'as eu Toni Storm, t'as eu Athena, t'as eu Saraya, et il y a d'autres talents que j'aimerais bien voir au final. Bon, après, je pense que Emi Sakura, vu son âge, c'est aussi peut-être un peu voulu qu'elles soient un peu moins mis en avant. Oui, Emi Sakura, c'est la maman du roster en gros. Hein. Donc, tout le monde, hein. Donc du coup, voilà, je peux comprendre, mais c'est vrai que j'aimerais qu'il y ait un peu plus, que ça varie un peu plus, tu vois. Alors, les catcheuses sont relativement bonnes. Sur le ring, évidemment, je veux dire, c'est pas une vanne beauf, mais ça tourne pas assez à mon sens. Ouais. Mais elle est pas mal critiquée, la division féminine de AEW. Hein. Bah, j'avoue que par rapport au talent qu'ils ont et la façon dont on les voit, c'est un peu pareil, c'est contradictoire, tu vois. Le talent, il est là. L'intérêt, encore une fois, je parle de mon intérêt, moi, pas de l'intérêt de tout le monde, il est hors des cas, quoi. Est-ce qu'il y a un autre truc qui pourrait t'intéresser du côté d'AEW, mais je suis pas sûr. C'est vas-y. Une nouvelle émission qui a été annoncée lors de Dynamite hier. Ah, oui. Dès le mois prochain sur TBS, ils vont faire une émission de télé-réalité qui s'appelle AEW All Access. Une émission qui durera une semaine. Qui durera c'est long. Chaque semaine après Dynamite, ça va durer 1 heure. Ça va être un peu pour montrer les couples un peu de AEW, leur vie, machin, de ces trucs-là, quoi. En fait, ils vont faire une Total Diva, mais version AEW, quoi. En gros. Honnêtement, je sais pas à quoi m'attendre. J'ai jamais été vraiment intéressé par les trucs comme ça. J'étais pas intéressé par la télé-réalité avec Cody et Brandy. J'ai jamais regardé Total Diva. Ça m'intéresse pas. C'était scripté, quoi. C'est ça le pire, quoi. Parce qu'encore si c'était vrai ce qui se passait.
Et la plupart des trucs étaient scriptés, quoi. Donc, du coup, je suis pas le public. Je suis vraiment pas le public pour le coup. Autant tu vois, les télé-réalités comme ça, je suis pas fan, mais par contre, quand ils font des docus sur ce qui se passe en backstage pendant les shows, ça c'est intéressant. Oui, d'accord. Mais c'est. En fait, voilà, si l'émission elle prend plus un parti un peu documentaire, pourquoi pas? Même si honnêtement, je pense pas regarder. Par contre, si c'est un truc de télé-réalité, bof. Maintenant, s'ils ont entre guillemets les testicules de Matt, par exemple, de faire des trucs, par exemple, sur vraiment les vrais conflits que tu peux avoir, genre l'affaire CM Punk, les Bucks, machin, qui sont partis en live, là, ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'ils vont le faire? Je pense pas, mais là, ça pourrait éventuellement plus m'intéresser, tu vois. Mais si c'est pour savoir que... alors attention, c'est une référence de vieux, parce qu'il fallait regarder à l'époque Hogan Knows Best, mais si c'est pour savoir que tel catcher s'est fait un blanchiment de l'anus, non, ça m'intéresse pas, par contre. Alors, là, ce qu'on sait, il y a des infos de plus qui sont sorties, parce que je regarde en même temps Twitter, vite fait. Le coup du blanchiment de l'anus, si tu n'y attendais pas, hein. Non, je savais qu'il y avait des infos qui allaient sortir sur All Access et qu'elles sont sorties il y a pas très peu de temps. Il y a très peu de temps, justement. Donc, ils sont annoncés pour l'émission, c'est Adam Cole, Britt Baker, Sammy Guevara, Tay Conti, les Young Bucks, Saraya, Wardlow, Eddie Kingston et Tony Khan lui-même. Et le synopsis dit chaque épisode présentera les stars d'AEW alors qu'elles relèvent des défis de semaine en semaine pour rester au sommet et suivra les rivalités entre les talents alors qu'ils se disputent l'attention des fans. Ça, c'est le communiqué officiel. Voilà. Ouais, bah franchement, je préfère largement regarder Behind the... regarder BTE qui est vachement plus fun pour le coup. Et il y a Fightful qui vient d'annoncer, alors là c'est la grosse news, hein, elle vient juste de tomber, c'est la breaking news, je viens juste de voir l'info. Ça parle de... Attention, t'es prêt? Ah bah vas-y, au point on en est. Pas prêt, hein. Putain. CM Punk est prévu pour un retour à AEW Revolution après le match contre AGF et Bryan Danielson. Alors, là je viens d'avoir un mark-out moment. CM Punk a été un connard, mais n'empêche que ça reste mon catcheur préféré. Avec Kenny Omega en ce moment. Ça c'est la grosse news qui vient de tomber, hein. Vraiment je viens juste de l'avoir. Je sais pas pourquoi en vrai je m'y attendais. En vrai ça m'étonnerait même pas. Non mais vraiment. Non, le truc surtout qui m'éclaterait si cette histoire avec CM Punk est vraie, c'est que ça irait dans le sens de ce qu'on avait dit la semaine dernière, tu sais, sur le fait de simplement au bout d'un moment se poser et discuter des trucs, tu vois. Genre si par exemple, voilà, t'as vraiment CM Punk qui revient et que dans leur émission ils te montrent comment ça s'est passé un peu la discussion, là ça m'intéresserait. Il y a tellement d'histoires entre guillemets un peu négatives dans le catch qu'à chaque fois que t'as un truc vraiment positif, que ça a été un buzz mais énorme quoi. Oui, mais même tu vois des trucs positifs, genre le retour de Edge, le retour de Daniel Bryan à l'époque. Ça c'est des histoires que j'aime connaître, tu vois. CM Punk qui revient à Révolution, le lendemain, imagine le nombre de vues, de likes, etc. sur YouTube. Clairement. Imagine, hein. Ça c'est une dinguerie. Je suis sûr qu'ils pètent même le record qu'ils ont fait avec le retour qu'il a fait à Rampage quand il est revenu, quoi. Sûr. Après voilà, moi ce que j'aimerais, c'est que si ça se passe, ça voudrait dire qu'effectivement ils ont été adultes, ils ont foutu les problèmes sur la table et qu'ils ont décidé d'avancer. C'est ça qui m'intéresse, surtout. Parce que de toute façon, je sais que si CM Punk revient, ça va faire comme quand il est revenu, tu vas avoir les pros CM Punk d'un côté, les anti-CM Punk de l'autre, ça va se balancer des fions, ça va se balancer des attaques gratuites, et ça c'est de la merde. Comme je dis toujours, j'adore CM Punk. J'ai beaucoup plus de mal avec Phil Brooks. Oui, c'est un peu ça, oui. Alors, quoi qu'après, Phil Brooks a une carrière cinéma que j'aime beaucoup, tu vois. Là, je suis vraiment dans un cas très particulier avec CM Punk. Je pense que c'est un mec... Enfin, après, c'est encore la psychologie de balle. Je pense que c'est un mec qui est pas forcément con, et qui est pas forcément mauvais, mais je pense que c'est un mec qui a énormément mal à prendre du recul. Je sais pas. Donc, pourquoi pas. Après, de toute façon, à un moment, t'avais une menace, quand ça avait pété le truc, quand tout le monde était encore énervé, t'avais je crois que c'était les Bucks et Omega qui avaient menacé de se tirer si Punk revenait, donc... Après, les Bucks Omega, ils font souvent des effets d'annonce et... C'est des pros pour essayer de faire des buzz aussi, hein. Surtout les Bucks, hein. Ouais. Je sais pas. Moi, encore une fois, tout ce que je veux, c'est que... Les Bucks, en tout cas, un jour, ils ont promis qu'ils arriveraient à booker Goldberg. Ça, moi, je retiens. Je retiens ce truc-là. Avec Jericho, ça m'étonnerait. Et des méga fans de Goldberg, les Bucks. Par contre, j'aimerais bien être une petite souris pour voir dans les coulisses comment ça se passe avec Jericho, en fait. Parce que... Mais je pense que Jericho, il a mis beaucoup d'eau dans son vin, je pense. Ah oui, bah clairement, mais par exemple... En prenant de l'âge, maintenant, il sait que c'est lui le vétéran, enfin, que c'est lui le...
Je pense qu'il sait qu'il a plus ou moins une image à montrer et un rang à tenir, quoi. Tu vois, je pense. Honnêtement, je pense. Après, je sais pas, je suis pas dans le truc, mais moi, je pense honnêtement que ça a beaucoup évolué, quoi. Ah oui, non, mais en même temps, d'après ce que je sais, Jericho n'a jamais vraiment été un connard dans les coulisses. Hein. Non. Il a une façon de gérer son. Je pense qu'il a eu sa période un peu égo et je pense qu'elle est passée quand même. Ouais. Bah, je pense pas que tu puisses avoir une période égo comme ça et avoir une carrière aussi longue. Hein. Je pense pas que tu puisses. Je pense qu'il l'a eu quand même à un moment. Ah oui, clairement, mais maintenant, Jericho, il est quasi quinquagénaire, si je dis pas de conneries. Wow. Je t'avance. Oui, c'est possible. C'est fort possible. J'ai plus le... Chris Jericho, 52 ans. Ah bah tu vois. Il est du 9 novembre, pour la petite info. 70. Je pense pas que tu peux avoir une carrière aussi longue sans avoir quand même de la maturité et de l'intelligence. Je pense que tous les catcheurs qui au final ont duré aussi longtemps ont aussi eu leur période égo, mais je pense que justement ceux qui ont réussi à durer si longtemps, ce sont ceux justement qui ont été capables de... C'est obligé, attention, si t'es un vrai connard, t'es grillé au bout d'un moment. Enfin... Ouais. Ouais. Si vraiment t'es un vrai connard, t'es grillé. Hein. Tout talent que tu peux avoir, si t'es un vrai connard, voilà, ça marche pas. Hein. Ah oui, non, bah clairement. Clairement. Ou alors ça va marcher dans une compagnie et dès que t'es plus dans cette compagnie, c'est fini, personne veut de toi, quoi. Ouais, non. Il y a le cas d'Ultimate Warrior, par exemple. Hein. Enfin, ça a marché à WWE, WCW, ailleurs. Ouais. Autre, dans la catégorie les questions à la con, je me demande comment est Jeff Jarrett dans les coulisses. Je pense que lui, c'est pareil, il a dû aussi avoir... Ouais, je pense que ça a dû passer, je pense. Je pense qu'il a quand même un côté vétéran. Sa période égo, je pense quand il était à la TNA. Oui. Ouais. Sa période, là, sa gimmick de... King of the Mountain. Quand il était combattant MMA, Oh putain. Oh là, mais c'est quel enfer, quoi. Les segments, ils duraient 3 plombes. C'était horrible. Ouais, non, effectivement, c'est vrai qu'il y a eu... Le pire, c'est que c'était drôle. Moi, j'étais mort de rire parce que c'était tellement con. En fait, c'était drôle. C'est vrai qu'effectivement, à l'époque, il avait eu le... Moi, je me rappelle surtout quand t'as eu la rivalité avec Raven. C'était... À l'époque, c'était pas... Même les nouvelles stars qui démarraient, elles étaient là pour servir de casse-dalle à Jarrett, en fait. Ouais, non, mais ouais, Jarrett, ouais, il a eu sa grosse période, vraiment... disons que c'est lui qui gérait tout, donc du coup, il pouvait faire ce qu'il voulait, quoi. Ouais. Effectivement. Justement, on a la transition toute faite pour Impact Wrestling. D'ailleurs, je vais faire un erratum de ce que j'ai dit la semaine dernière. En parlant quand on avait parlé du Bullet Club, c'était pas Tamatonga, Tangaloa et compagnie, Bullet Club, justement, ils sont contre eux en ce moment à NJPW. Ils sont plus dans le Bullet Club, Tamatonga et Tangaloa. Je voulais parler de Kenta. Et c'est Kenta justement qui a Impact Wrestling, qui va arriver à Impact Wrestling, la No Surrender et tout ça. Et qui fait partie du Bullet Club, du coup, Kenta, qui va être associé à Ace Austin et Chris Bay. J'avais regardé justement là il y a quelques semaines, je voulais partager la vidéo sur le Facebook du podcast, mais de la team podcast, mais j'ai complètement zappé. Mais j'ai regardé en fait une vidéo d'évolution des jeux vidéo de catch depuis le tout début, et j'étais vachement surpris parce que déjà à l'époque dans un jeu des années 2000, je sais plus lequel c'était, mais t'avais déjà Kenta en personnage en fait. Et j'ai regardé son âge, il est pas tellement vieux, je crois qu'il a que 42 ans, mais le mec en fait il catch depuis qu'il est gamin presque. Oui, Kenta, il a commencé très très jeune. Kenta. Il s'est tellement loupé à 41 ans. Ouais. Début de carrière en 2000. Donc il y a 23 ans, il a commencé à 18 piges. Ouais. Il s'est tellement loupé à la WWE. Premier match, voyons. Enfin, en tout cas, premier match sur Cage Match qui a enregistré, c'est à la AJPW. Il est vite parti à la noix lorsqu'il y a eu la scission, justement, des Kenta Kobashi, tout ça. Enfin, d'ailleurs, il s'appelait Kenta Kobayashi au début, Kenta, juste ça, c'est pour l'info. D'accord. Il y avait eu la scission Takeshi Morishima, Kenta Kobashi, Toshiaki Kawada, je crois aussi, qui était dans le lot. Enfin, il y a quasiment les fondateurs de AJPW, enfin, les grosses stars de AJPW qui sont barrés et qui ont fondé la Noah, et Kenta était parti dans ce délire, il les avait suivis, quoi. D'accord. Il y avait une scission au milieu des années 2000 à JPW Noah. Noah est né d'une scission avec la JPW. Bon, là. Ok. Tous les détails parce que je regardais pas à cette époque-là. Ok, ouais. Mais tout ça pour dire que vous pouvez trouver Kenta déjà dans des jeux qui ont 20 ans. Voilà, c'est ça.
J'essaierai de de retrouver le lien, je la mettrai peut-être sur le Facebook ou je la balancerai sur Twitter. Dans des gros matchs à Impact Wrestling prochainement. Puisque Kenta va affronter Mike Bailey ce week-end lors des tappings d'Impact Wrestling. Je viens de voir un truc, par contre, il a tweeté il y a quelques temps, ça avait fait buzzer aussi, il avait tweeté un truc par rapport à CM Punk qui allait pouvoir voir enfin un vrai match. Voilà. Je vais juste en parler juste après si tu veux. Et Kenta va aussi affronter lors de si Josh Alexander conserve son titre à No Surrender, ce sera pour le titre. Il va affronter Josh Alexander aussi lors des tappings justement qui ont lieu le lendemain de No Surrender. No Surrender c'est demain soir. Hein. Gros potentiel le match. Je me demande si je vais pas me remettre à l'Impact. Ils ont un putain de roster, c'est incroyable. Ouais, je pense que je vais m'y remettre tout doucement. Ils se sont fait plaisir l'année dernière, ils avaient booké un Josh Alexander contre merde. Ah putain. J'ai des bugs sur les noms, c'est un truc de fou. Hein. Il y a eu contre Kazarian, il y a eu. Avec Shelton Benjamin, putain. Charlias. Ouais, Charlias. Ils se sont fait plaisir, ils ont fait un Charlias contre Josh Alexander l'année dernière. Et ben Charlias, il envoie encore. Hein. Il a pris de l'âge, mais il envoie encore. Hein. Shelton Benjamin aussi. Hein. C'est vrai, Shelton Benjamin, ouais. C'est vrai. Shelton Benjamin, il s'est très très bien réinventé après cette équipe, justement. Ouais. Alors que Charlias, c'était un petit peu plus compliqué. La gimmick où il imitait les catcheurs, c'est marrant, mais c'est marrant, quoi, c'est tout. Ouais. C'est marrant, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'on peut retirer, quoi. C'est marrant. NJPW. Ça, on va terminer avec un petit bloc sur NJPW. Vas-y. Avec une catcheuse très connue qui s'appelle Mercedes Moné, anciennement Sacha. Très mauvaise actrice. Ah bon? Très. Ah putain, mais tu la vois dans The Mandalorian, mais c'est une catastrophe. Une grosse catastrophe. Je sais pas si elle est dans la prochaine saison, aucune idée. C'est bien. J'espère. Mandalorian, c'est le premier. La semaine prochaine. Ouais, semaine prochaine, ouais. Va falloir que je finisse Andor d'ici là. Putain, j'ai du mal à accrocher. Hein. C'est du thriller, c'est très particulier. C'est pas du space opéra, c'est pas du. Enfin bref, on digresse. On digresse. J'ai regardé les 2 ou 3 premiers épisodes. Je sais plus, j'ai du mal à accrocher. Hein. On digresse, on est là pour parler de catch et un peu de cinéma des fois. Du coup, Mercedes Moné, qui est la nouvelle IWGP Women's Champion de NJPW. Elle a vaincu Kairi lors de Battle in the Valley. On en parlait un tout petit peu plus tôt de ce show-là avec Jay White et Eddie Kingston. Moné qui remporte le titre dès son premier match avec NJPW. Elle devient la 2e championne de l'histoire. Après 90 jours de règne de Kairi, qui est l'ancienne Kairi Sane du côté de WWE. Elle se connaissait, hein, remarque qu'elles ont. Apparemment, le match était pas mal, de ce que j'en ai entendu. J'ai pas vu. Ok. Apparemment, c'était sympa. Je sais pas ce qu'il a noté Meltzer là-dessus. D'ailleurs, je vais aller. Mais on s'en branle de Meltzer, putain. Mais je veux voir sur Cage Match quelle note ils ont mis aussi. Parce qu'en fait, avec la note de Cage Match, comme c'est les notes utilisateurs, enfin les gens qui regardent les matchs, on peut se faire une idée en fait de si les matchs sont bons ou pas. Ouais, mais c'est un peu comme les films. Si au bout d'un moment tu kiffes un film et que tu vois que tel ou tel blaireau, Jean-Marc YouTuber, l'aime pas, en quoi ça va changer ta vie? Sur 265 votes, il y a une moyenne à 8,58. Donc je pense que ça veut quand même dire quelque chose. Effectivement. Ouais. Mais bon. Oui, c'était un bon match. Et d'ailleurs, Mercedes Moné qui a rendu hommage à Anna Kimura lors de son entrée, puisqu'elle avait une tenue que Anna Kimura portait. Et ça, c'est plutôt cool. Pour ceux qui savent pas, Anna Kimura, c'est une ancienne catcheuse japonaise qui s'est suicidée, était harcelée, etc., parce qu'elle avait participé à une émission de télé-réalité et ça avait pas plu. Et c'est fort dommage. C'est vraiment... le harcèlement, c'est... c'est de la merde. Se suicider pour du harcèlement, c'est regrettable d'en arriver là, quoi. Mais c'est regrettable qu'elle ait été poussée à en arriver là, quoi. C'est surtout ça. Ouais. Bref, et Mercedes Moné qui du coup marque l'histoire du catch, parce qu'elle est la première femme à être championne NXT, championne d'Euro, championne de SmackDown, championne Tag Team WWE et championne NJPW Women's. À l'époque, elle aurait signé Impact, elle se serait appelée Marcenet Petite Monnaie. Elle se serait peut-être appelée Aston Martin, j'ai pas d'argent, peut-être. Peut-être, hein. C'était une autre époque. Et on a terminé pour les news de cette semaine. Il y avait du gros hein, quand même cette semaine. Hein. Bah, j'avoue qu'il y avait du gros, et puis les gros bangers de news qu'on a eu, putain, je m'y attendais pas, quoi. Omega CM Punk c'est tombé comme ça, en plus, ça c'était pas prévu. Hein. Ouais. Putain. Après, ce qui est dommage, c'est que ça veut dire qu'on n'aura pas de match Kenny Omega contre CM Punk. A priori.
On sait pas. Hein. Pareil, CM Punk dans un an, il signe à WWE. Hein. Oui, puis après, c'est pas sûr que Omega signe non plus. Hein. Tu sais, c'est. Eh ben putain. C'est vrai, c'est vrai. Donc gros banger les news en vraiment. Il y a... Ouais, effectivement. Et du coup, on aura sur la continuité la semaine prochaine, probablement de pas mal d'infos. Ouais, puis comme dit, je pense que je me serais remis à Impact, donc du coup, j'aurais peut-être un avis encore un peu plus. Je serais plus à même de réagir à certaines news parce qu'encore une fois, comme vous vous en doutez, le catch, c'est beaucoup d'heures. Et d'ailleurs, je fais aussi devoir du coup mater la Ring of Honor. C'est très très compliqué. Je mate beaucoup de trucs, je joue beaucoup de trucs. C'est ce week-end ou le week-end prochain, je sais plus. Non, c'est ce week-end, je crois. Et d'ailleurs, j'étais surpris en fait parce que quand ils avaient teasé la grosse news de Tony Khan à EW, je pensais que c'était ça en fait. Donc, ouais. Non, c'est ce week-end, il y a les tappings Ring of Honor et AEW Dark du coup, parce que comme ils font les tappings au même endroit, potentiellement il peut y avoir des matchs, on va dire assez inattendus dans cette affaire aussi. Hein. Ok. Il y a des trucs intéressants qui peuvent se passer du côté de Ring of Honor. To be continued. On verra bien. Ouais. La suite au prochain numéro. Tout à fait. Bah écoute, comme toutes les semaines, ce fut un plaisir. On se retrouve samedi sur ta chaîne à 20h avec le replay de cette vidéo. Yes. On se retrouve jeudi prochain pour le live. Évidemment, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Declan, n'hésitez pas à me voir aussi quand je suis en contenu. Samedi soir, j'ai une émission. La semaine, je fais du gaming. En ce moment, on est toujours sur du GoldenEye et du Pokémon Rouge Feu. Et puis, à très bientôt, les amis. Declan, pour une fois, je te laisse le mot de la fin. Eh ben moi, techniquement, si vous voulez venir me voir, normalement, je suis en live tous les jours à 13h, sauf cas exceptionnel. Et je joue à pas mal de trucs différents. Et en tout cas, tous les jeudis, c'est un plaisir de venir ici et de parler de catch, parce que ça fait du bien de parler de catch. Même si je suis toujours à la bourre, et ça va pas changer, je pense, avant un petit moment. En tout cas, merci à tous, merci à ceux qui sont passés, merci à ceux qui vont écouter en replay, ceux qui sont passés ou quoi, s'il y a des gens qui sont passés. Et puis à la semaine prochaine. Allez, à plus. À plus, ciao.